Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la Maison de l'e-sport, ainsi qu'à celles et ceux qui nous rejoignent en direct sur la chaîne Twitch de France e-sport. Je suis Nicolas Bezombre, enseignant-chercheur en sociologie du sport à l'Université Paris-Cité et administrateur de France e-sport. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième édition des matinales de l'e-sport parisien, consacrée aux enjeux qui traversent le monde de l'e-sport. Pour rappel, les matinales de l'e-sport parisien ont pour vocation d'examiner le temps d'une matinée une problématique centrale qui façonne l'écosystème e-sportif. Qu'elles soient en lien avec l'actualité ou non, les thématiques abordées partagent une même caractéristique. Elles sont souvent absentes du débat médiatique, alors même qu'elles méritent d'être portées par les voix d'acteurs et d'actrices de terrain, trop souvent peu audibles, mais pourtant cruciales pour le développement du secteur. Ce cycle de conférences est organisé en collaboration avec la Ville de Paris et soutenu par la région Île-de-France ainsi que le ministère des Sports. Et il ambitionne d'approfondir les dimensions sociales, économiques, environnementales, technologiques et géopolitiques de l'e-sport. Grâce aux témoignages et à l'expertise des intervenants et intervenantes, nous espérons apporter des éclairages précieux et des pistes concrètes pour relever les défis auxquels l'e-sport est aujourd'hui confronté. Pour cette seconde matinale, nous avons choisi de nous pencher sur un sujet encore peu exploré, mais pourtant au cœur des enjeux actuels, les liens entre l'e-sport et la géopolitique. À l'heure où les compétitions vidéoludiques attirent des millions de spectateurs à travers le monde et génèrent des milliards de dollars de revenus, l'e-sport s'impose comme un phénomène global, bien au-delà du simple divertissement. Ce secteur en pleine expansion devient un levier stratégique pour de nombreux États qui y voient une opportunité d'influence culturelle, diplomatique et économique. Des pays comme l'Arabie Saoudite, la Chine ou la Corée du Sud investissent massivement dans l'e-sport, affirmant ainsi leur volonté de peser dans les dynamiques internationales à travers ce nouvel espace d'expression. Dans ce contexte, cette table ronde propose d'examiner les ressorts géopolitiques à l'œuvre dans l'univers e-sportif. Nous explorerons comment certaines puissances émergentes s'en servent pour façonner leur image, asseoir leur autorité ou étendre leur rayonnement. Nous nous intéresserons également au rôle structurant des plateformes, des éditeurs et des ligues internationales dans la redistribution des équilibres mondiaux. Loin de n'être qu'un simple loisir, l'e-sport devient ainsi un miroir des tensions du monde contemporain où diplomatie numérique, rivalité économique et lutte idéologique s'entremêlent. Nous verrons comment certains États mobilisent l'e-sport comme outil de soft power en développant des stratégies d'image et de diplomatie culturelle. La France, par exemple, s'illustre par ses initiatives en matière d'e-sport institutionnel, tandis que l'Arabie Saoudite organise des événements d'envergure mondiale comme l'e-Sports World Cup, soutenus par des investissements souverains. Dans certains cas, les équipes deviennent elles-mêmes des symboles identitaires, comme l'équipe de Counter-Strike, les Mongols, en Mongolie, incarnant un nationalisme vidéoludique de plus en plus affirmé. Nous nous pencherons ensuite sur les acteurs géopolitiques qui façonnent cette nouvelle cartographie de l'e-sport. Le Moyen-Orient se distingue par ses ambitions globales et ses investissements massifs, tandis que la Chine adopte une posture plus ambivalente entre volonté d'expansion internationale et régulation locale stricte du secteur. L'Europe et les États-Unis, longtemps considérés comme des leaders historiques, semblent aujourd'hui en quête de repositionnement stratégique face à ces nouvelles dynamiques. Enfin, nous aborderons les enjeux économiques, idéologiques et sportifs qui traversent l'e-sport contemporain. La concentration des capitaux, la reconnaissance institutionnelle et les ambitions olympiques redéfinissent les contours du secteur. L'e-sport devient aussi un vecteur de valeur, parfois inclusive, parfois instrumentalisé à des fins de propagande, voire même de militarisation. Au fil de nos échanges, nous mettrons en lumière plusieurs points clés. L'usage du soft power et de la diplomatie numérique pour séduire les jeunesses mondiales, les investissements publics dans les ligues, les éditeurs et les équipes, les mécanismes de régulation et de censure des contenus, le rôle central des éditeurs dans la géopolitique du secteur, ainsi que les stratégies de narration nationale portées par les compétitions. Nous n'éluderons pas non plus les tensions géopolitiques transposées dans l'univers e-sportif, qu'il s'agisse de boycotts, d'interdictions, de joueurs ou bien encore de conflits diplomatiques au sein des ligues. Cette table ronde se veut donc un espace de réflexion critique et prospectif sur les usages politiques de l'e-sport à la croisée des enjeux culturels, économiques et stratégiques. Et pour nous inviter à penser l'e-sport non plus comme un simple loisir, mais également comme un terrain d'affrontement symbolique et d'influence mondiale, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin 3 personnalités au parcours aussi riche que complémentaires. Toutes 3 sont directement impliquées dans les dynamiques que nous venons d'évoquer, que ce soit par leur expertise académique, leur engagement institutionnel ou leur expérience de terrain. Ensemble, elles nous aideront à décrypter les logiques d'influence à l'œuvre dans l'e-sport et à en comprendre les ressorts géopolitiques et à envisager les perspectives qui s'ouvrent pour ce secteur en pleine mutation.
Pour ouvrir cette discussion, j'ai le plaisir donc d'accueillir Sylvie Lemot, figure incontournable du dialogue entre sport traditionnel et e-sport. Elle préside aujourd'hui le groupe de travail sur l'e-sport au sein du Comité national olympique et sportif français, après avoir occupé la vice-présidence en charge de ce secteur lors du précédent mandat. Vice-présidente du MEDEF Est parisien, elle pilote les questions liées au sport et à l'e-sport dans une logique de développement territorial et économique. Elle est également engagée dans la structuration du projet Just Dance porté par la Fédération française de danse en tant que directrice de cabinet du président, avec en ligne de mire bien évidemment les Jeux olympiques de l'e-sport prévus en 2027. À l'origine de la création du club Sport e-sport, elle anime les échanges entre les fédérations sportives et leurs référents e-sport, contribuant activement à la reconnaissance institutionnelle de ce secteur. À ses côtés, Anna Belisha, chef de projet création numérique et audiovisuelle à l'Institut français, établissement public sous la double tutelle à la fois du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Elle œuvre au rayonnement international des créatrices et créateurs français, en lien étroit avec le réseau culturel à l'étranger, ambassades, instituts et alliances françaises. Au sein du pôle création numérique et audiovisuelle, elle accompagne les professionnels dans leurs projets internationaux et facilite les partenariats entre les écosystèmes français et étrangers. Depuis plusieurs années, elle s'attache à intégrer les enjeux de l'e-sport dans les stratégies culturelles extérieures de la France, en collaborant d'ailleurs régulièrement avec France e-sport pour faire émerger une diplomatie e-sportive ambitieuse. Enfin, nous accueillons Olivier Mocco, président de l'Observatoire européen des jeux vidéo, structure dédiée à l'analyse des enjeux politiques, culturels et économiques du secteur vidéoludique à l'échelle continentale. Politologue de formation, il est également le fondateur de Game in Society, cabinet spécialisé dans les usages du jeu vidéo en contexte institutionnel, éducatif et stratégique. Depuis plusieurs années, il explore les liens entre jeux vidéo et pouvoir, en s'intéressant notamment aux formes de narration nationale, aux stratégies de soft power et aux représentations idéologiques véhiculées par les univers vidéoludiques. Son regard sur les compétitions e-sportives comme espace d'expression géopolitique nous offrira une grille de lecture précieuse pour comprendre les tensions et les ambitions qui traversent ce secteur. Leur parcours, leurs engagements et leurs expertises croisées illustrent à quel point l'e-sport est désormais au carrefour de multiples enjeux, culturels, diplomatiques, économiques et stratégiques. Et c'est donc avec ce triple regard que nous allons entamer notre discussion en nous intéressant tout d'abord à la manière dont les États mobilisent l'e-sport comme outil d'influence. Et donc pour commencer, j'aimerais m'intéresser à la manière dont les États s'emparent de l'e-sport comme un outil d'influence, parce qu'au-delà des enjeux économiques, bien évidemment, l'e-sport devient un levier diplomatique, un vecteur d'image et parfois même un instrument de rayonnement culturel. Et donc j'aimerais commencer peut-être avec toi, Sylvie. Euh, par rapport à toute cette introduction que je viens d'énoncer et ton expérience de terrain, ton expérience à la fois dans le mouvement olympique, le mouvement sportif et maintenant dans le secteur e-sportif, de ton propre regard, et c'est une question que je pose à tout le monde, mais je te la pose en premier, selon toi, comment est-ce que les États, de ce que tu peux voir, utilisent l'e-sport pour renforcer leur image à l'international ? Alors tout d'abord, merci beaucoup Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Bravo pour cette brillante introduction, hein. C'est vrai que maintenant la barre est haute et on va essayer d'échanger, de converser, de vous partager le maximum d'informations. En fait, je vois, alors par exemple, hein, si je prends le cas concret de l'Arabie Saoudite, ça me laisse vraiment fortement penser à la volonté du Qatar, il y a une quinzaine d'années, d'exister davantage dans le monde du sport et sur la scène internationale, en s'emparant justement du sujet du sport pour prendre sa place et paraître comme les nations les plus dynamiques, les plus influentes, voilà, celles qui avaient le plus de pouvoir sur tout un tas de choses. Et de voir comment l'Arabie Saoudite s'empare aujourd'hui du e-sport pour aujourd'hui exister également sur la scène internationale, enfin, ça me fait vraiment penser à cette dynamique d'il y a une quinzaine d'années. Le Qatar avait pris le sport et je trouve que l'Arabie Saoudite prend le e-sport avec des engagements extrêmement importants. Donc, effectivement, le e-sport est un soft power, mais j'aurais même envie de dire que parfois c'est un hard power, parce qu'on ne reste pas que dans la philosophie, que dans l'échange diplomatique, dans les coursives ou des invitations ou des volontés d'exister par rapport à d'autres. Mais il y a un tel enjeu économique avec vraiment des montants, des engagements avec sonnant et trébuchant, que je trouve que c'est une diplomatie plutôt, enfin c'est un hard power dans le monde de l'économie internationale, enfin dans le monde de la diplomatie internationale.
Et justement, si on prend spécifiquement ce cas de l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, cet investissement de l'Arabie Saoudite dans l'e-sport, il se coupe d'ailleurs dans une vision plus globale qui s'appelle la vision 2030, qui intègre aussi le sport. Et quel est l'enjeu et l'intérêt aujourd'hui pour ces pays? Alors, on parle de l'Arabie Saoudite là tout particulièrement, mais de manière générale pour les pays du Moyen-Orient ou les autres pays à travers le monde à venir investir l'e-sport. Quel est l'objectif qu'il y a derrière ces investissements massifs, qu'ils soient économiques ou des investissements plus symboliques en termes d'image dans ce cas-là? Oui, alors vous l'avez compris, hein, je ferai souvent le parallèle entre le sport et l'e-sport puisque c'est ce que je connais fort bien, enfin l'univers du sport. Hem, alors je reviens à cet exemple avec le Qatar. Autant on avait trouvé que le Qatar n'était pas tout à fait, légitime puisque même quand il composait des équipes nationales, il allait souvent acheter des joueurs étrangers pour composer ses équipes. Autant, l'Arabie Saoudite, je trouve, a trouvé un moyen extrêmement légitime, et avec un vrai sens pour, exister sur, sur la planète, enfin voilà, sur l'écosystème économique, diplomatique et stratégique international, puisque on l'a encore vu il y a une dizaine de jours à Lyon, sur les finales de Rocket League. En demi-finale, il y a une équipe saoudienne avec des vrais Saoudiens, tant par équipe qu'en V1, en fait, hein. Donc ils sont légitimes pour aller sur ce sujet-là, d'autant plus quand on sait que je crois qu'il y a 70% de la population qui a moins de 35 ans. Donc on s'adresse à la jeunesse qui, dans un pays très chaud, ne sort pas beaucoup pour aller faire un match de foot ou un match de rugby, donc ne pratique pas beaucoup non plus de sport à l'extérieur, donc se retrouve aussi autour du e-sport avec des valeurs qui sont similaires en matière de compétition, voilà, d'engagement et d'animation sociale, etc. Donc je trouve que l'Arabie Saoudite déjà a trouvé un sujet, euh, une vraie légitimité à aller sur le terrain de l'e-sport. Donc maintenant, ils foncent effectivement, voilà, en organisant, en accueillant des grandes compétitions, en organisant des conférences. Enfin, ça se multiplie d'année en année. Ils ont annoncé récemment qu'ils allaient organiser la Coupe des Nations de l'e-sport en 2026. Ils sont pressentis et presque confirmés pour organiser les Jeux olympiques de l'e-sport en 2027. Donc voilà, ils ont pris place sur tous les calendriers. Euh, il manque encore quelques petites choses. Je crois que sur le plan médiatique, l'Europe n'a pas encore été complètement inondée par les projets de l'Arabie saoudite en matière de e-sport. Mais effectivement, je trouve qu'ils avancent de manière extrêmement rapide sur le terrain, jusqu'à présent occupé plutôt par voilà, des pays habitués à des sujets de stratégie internationale. Ok, merci beaucoup. Mais ça me fait penser, et c'est pour ça que je me tourne vers toi, Olivier, peut-être avec ton propre regard, si on continue à s'intéresser à l'Arabie Saoudite, parce que la question forcément que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est que cet investissement massif de la part à la fois du fonds souverain économique de l'Arabie Saoudite, donc d'un point de vue économique et symbolique, mais est-ce que de ton propre regard, est-ce qu'il ne s'agit pas non plus d'une stratégie de réhabilitation d'image, parce qu'il faut quand même qu'on mette un peu les pieds dans le plat, c'est la question des droits humains, notamment au sein de ce pays-là, ou d'une ambition géopolitique plus large. Quel regard toi tu portes là-dessus? Peut-être je vais revenir aussi avant sur la remarque que tu as faite qui est intéressante. En fait, c'est aussi quasiment du réel, quoi. On a aujourd'hui un débat, on avait un débat sur le virtuel versus le réel. Le jeu vidéo, c'est virtuel par rapport au monde réel. Regardez les sportifs, ils courent, et le jeu vidéo, ben, c'est que des doigts sur une manette, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, vu le temps d'exposition qu'on a sur les écrans, vu le temps qu'on passe sur nos téléphones, vous qui regardez sur le live, etc., ça fait partie de notre quotidien et l'opposition numérique réelle, elle est quasiment diffuse. Donc c'est pour ça que c'est du hard power et c'est bien vu dans ce sens-là, où c'est à la fois du concret, du présent, tous les jours dans ta poche, dans ce que tu regardes, dans tes parties, et à la fois du soft power sur les imaginaires du gaming. Et c'est peut-être aussi un des premiers, je ne sais pas si c'est un média ou espace social, en tout cas c'est un des premiers activités qui mélange vraiment les deux. Après, il y avait le hard power avec les cinémas, au sortir du plan Marshall, où on imposait du cinéma américain en deuxième partie de soirée, quasi obligatoirement. C'était le deal, quoi. Donc ça vient de là, on a cette idée profondément que les imaginaires structurent. Mais là, il y a aussi les pratiques, quoi. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de voir comment,
ils ont pris aussi le virage, ils ont considéré que il y a des contraintes physiques qui ont été évoquées, hein, de jouer dans le désert au foot, c'est compliqué, hein, voilà. Et donc ils ont un double discours qui est intéressant, c'est à l'international et au national. Il ne faut jamais oublier qu'en diplomatie, quand on a quelque chose géopolitique, on s'adresse effectivement aux autres, mais aussi à l'interne. Et on le voit, hein, actuellement, vu le nombre de sujets qu'il y a géopolitiques, on sait que ça varie, soit pour quelque chose à l'international, soit sur l'interne. Et c'est aussi réapproprié très différemment, pensé différemment selon les pays. Après, sur la question effectivement des droits de l'homme, qui est un sujet, on a en tout cas une volonté de l'Arabie Saoudite de s'ouvrir, de se moderniser, avec des mesures symboliques, hein, bon, la possibilité de conduire, le permis, etc., Pour les femmes. pour les femmes, absolument, qui a été une avancée. Sur la partie, est-ce que c'est ce qu'ils véhiculent, est-ce qu'ils essaient de véhiculer des valeurs? La vraie question, c'est est-ce qu'ils essaient de véhiculer des valeurs durant les événements? Ou alors, est-ce que le soft power, aujourd'hui, c'est pas juste être présent, quelque part? Je suis là, je suis dans le périmètre, j'existe, en fait, au même titre que, et le cas du Qatar est très intéressant, avec le PSG, c'est au même titre que j'existe, je suis présent dans un écosystème plutôt occidental, pour le coup, en prenant part dans des clubs de foot, etc. Donc déjà, être là, c'est pas forcément balancer un discours pour, contre. Et ça passe par là aussi, une forme de réhabilitation. Et encore, réhabiliter, c'est juger d'une certaine manière, mais on pourrait y revenir. Hein. Mais c'est surtout tisser un lien. Et je pense qu'une des premières étapes d'une diplomatie culturelle, c'est de tisser un lien. Et je pense qu'Anna saura mieux que moi en parler. C'est vraiment tisser un lien avec l'autre. Et donc, on crée un espace de rencontre. Et cet espace de rencontre-là, effectivement, là, il est porté par un État, mais il ne faut pas oublier qu'avant, il était aussi porté par des boîtes, hein, parce que là, on se focus sur le fonds souverain de l'Arabie Saoudite, mais quand on a les autres boîtes Activision Blizzard, à un moment donné, il y a eu une problématique en 2019 sur Hearthstone, où on avait un joueur de Hong Kong qui a pris parti, en tout cas qui a clamé la défense d'Hong Kong, etc. Donc on peut citer le nom du joueur, Bliss Chung, qui au moment de l'indépendance Tout à fait. A pris position. Absolument. Et en fait, au début, une demande de censure par la Chine. Et en fait, c'est Blizzard, via Bobby Kotick, alors appuyé par les démocrates américains, et ça aussi, c'est pas anodin, qui a poussé. Pourquoi je dis que c'est pas anodin? Parce que la question des droits de l'homme dans la jeunesse n'est pas aussi partagée qu'on pourrait le croire. C'est-à-dire que vous avez des enquêtes faites par Harvard sur YouGov, qui sont grosso modo les sondages des jeunesses militantes, et surtout comment les jeunes votent, pourquoi, comment aux États-Unis. On se rend compte que soit vous êtes républicain, soit vous êtes démocrate. Si vous êtes démocrate, oui, c'est un sujet comme le DEI, comme le free speech. Et quand vous êtes républicain, vous êtes plutôt sur la protection intérieure, sur ces choses-là. Et les droits de l'homme, c'est pas forcément votre sujet. Et pareil, en Europe, on se rend compte que les droits de l'homme ont été longtemps mis en avant par la jeunesse. Puis maintenant, il y a des problématiques hautes comme la sécurité économique, comme, on va dire, la défense de la démocratie en interne, etc., etc. Donc, ça reste fort en Europe, un peu moins aux États-Unis. Il faudrait voir en Chine aussi, et en Asie, au Japon, en Corée du Sud, et même en Amérique latine. Enfin, il y a plein d'autres pays en fait où ça pourrait se poser comme question, mais c'est vrai que c'est un sujet qui nous est cher parce qu'on est sensibilisé à ça. Ok. Transition toute trouvée pour toi, Anna, vu que Olivier parle à la fois on va dire, d'une diplomatie extérieure, internationale, et d'une diplomatie interne, d'une certaine manière. Donc, ma première question, c'est est-ce que finalement, pour dresser un petit bilan là, de cette première partie, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une diplomatie e-sportive à part entière, et comment est-ce qu'on pourrait la définir? Et puis surtout, quels seraient les leviers de cette diplomatie et ses limites, et comment se positionne la France justement par rapport à ça? Quel est le rôle de l'Institut français? Qu'est-ce que toi, tu peux observer par rapport à ça? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Tu l'as dit en intro, on vient de l'évoquer, il y a évidemment une diplomatie sportive. Voilà, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite, la Chine, enfin il y a plein d'États qui se saisissent de ça. Et moi, je peux peut-être vous parler du coup du positionnement de la France et de comment l'Institut français, le réseau culturel diplomatique français se saisit de ces enjeux. Peut-être pour commencer, j'aimerais juste repréciser comment l'Institut français travaille avec le réseau diplomatique français, parce que c'est pas toujours clair. En fait, nous, depuis Paris, on est en opérateur, comme tu l'as dit, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Et on a pour mission d'accompagner les
les créateurs et les créatrices français, les industries culturelles et créatives françaises dans leur développement international, et d'animer le réseau diplomatique français, culturel. Donc c'est les services culturels des ambassades, les instituts français, les alliances françaises qui se constituent un très vaste réseau dans le monde, basé un peu partout. Et donc on a ce rôle d'animation. Donc on leur met à disposition des conseils, des ressources. C'est eux ensuite localement qui vont déployer des actions, qui connaissent leur territoire, les acteurs locaux et les enjeux locaux beaucoup plus spécifiquement. Et donc, voilà, alors, ces dernières années, on a noté que l'e-sport a été vraiment pris en compte comme un objet culturel. Voilà, on intervenait déjà dans le cinéma, dans la musique. Et donc, il y a eu vraiment une prise de conscience sur l'e-sport. Je vais dire des choses que vous connaissez, mais voilà, c'est un phénomène mondial majeur qui peut toucher la jeunesse. À la croisée de plusieurs domaines, on vient de le dire, l'économie, le culturel, le sport, l'éducation. Du coup, on est évidemment très sensible à ça. Croissance très rapide du secteur, en France, à l'international, et un écosystème très dynamique en France, qui est par ailleurs accompagné aussi par les pouvoirs publics. Plein de succès français aussi, de beaux succès français à valoriser. Donc tout ça pour dire que c'est un contexte assez privilégié pour faire rayonner la France, valoriser ses savoir-faire et mener à bien des projets de coopération avec des acteurs locaux. Donc on a noté ces dernières années une prise en main très croissante du sujet de l'e-sport au sein du réseau culturel, avec des projets de plus en plus qualitatifs, de plus en plus ambitieux. Alors après, on est encore dans une phase d'acculturation, c'est assez récent. Donc nous, à l'Institut français, on travaille vraiment à la mise à disposition de ressources aussi pour que ces enjeux soient pris en compte par l'ensemble du réseau culturel. Il y a des pays, on a des collègues dans des pays qui ont vraiment pris en compte l'e-sport depuis longtemps, comme le Sénégal, mais d'autres qui doivent encore être sensibilisés à ces enjeux. Donc on a travaillé à de la production de ressources, notamment avec France e-sport. Donc je remercie les personnes qui sont là, et toi aussi Nicolas, pour ta contribution sur Vademecum e-sport, qui... c'est un peu un document tout savoir de l'e-sport et de ses enjeux, et avec des recommandations sur comment s'en saisir à l'international quand on est en poste dans le réseau diplomatique culturel français. On a également une mise à disposition de crédits financiers. Nous, on a des appels à projets pour accompagner financièrement ces établissements, et il y a des dispositifs qui peuvent être plus adéquats pour l'e-sport. Je pense à Novembre Numérique, au programme industrie culturelle et créative qu'on porte avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc voilà, et donc juste pour finir, les leviers, en fait, c'est que donc, dans ce Vademecum et puis dans l'ensemble de l'action de nos collègues, il y a un peu 3 façons de travailler sur le sujet. On pourra revenir après plus précisément, mais du coup, il y a 3 axes. Le premier axe, c'est d'accompagner les acteurs français sur des territoires, donc organiser des délégations, favoriser des mobilités d'acteurs français sur des grands salons internationaux, organiser des présences françaises sur des grands événements internationaux professionnels. Lors de ces événements, évidemment, favoriser la coopération internationale, faire en sorte que les acteurs français rencontrent leurs homologues, etc. Sur d'autres territoires, parce qu'évidemment, on adapte ça en fonction des territoires, il y a des enjeux très différents. On va être plutôt sur des enjeux d'accompagnement à la professionnalisation des acteurs locaux. Donc on a plein d'actions, notamment sur le continent africain, qui vont avoir ce volet formation. On va évidemment valoriser aussi les expertises françaises dans ce cadre. Et enfin, pour finir, il y a aussi tout un travail de programmation qui est effectué dans le réseau culturel diplomatique français, qui va organiser des tournois, des animations autour de l'e-sport avec des partenaires français, des partenaires locaux. Parce que là, évidemment, on touche aussi des enjeux de diversification des publics des établissements pour toucher la jeunesse, qui est très concernée. Merci beaucoup. Ça me fait penser, ça me donne envie de rebondir. J'ai 2 petites questions par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Peut-être pour bien comprendre pour le public et les gens qui nous suivent sur Twitch. La première question, c'est est-ce que l'intérêt que l'Institut français a pour l'e-sport, il provient de la diplomatie qui est à l'étranger et qui observe ce qui se passe et qui
demande à l'Institut français de leur donner des ressources, en tout cas de les accompagner, ou est-ce que c'est plutôt une initiative qui vient de l'Institut français en France et qui dit on a des compétences, on a une expertise à nous en France, comme tu le disais, avec un écosystème très dynamique, qui est en pleine croissance, et il faut le valoriser à l'étranger. Donc est-ce que peut-être même c'est un double mouvement, j'en sais rien. Et la deuxième, c'est finalement quels sont les objectifs pour l'Institut français à vouloir promouvoir en fait d'une certaine manière l'e-sport dans la diplomatie à l'étranger. Je dirais sur la première question que c'est vraiment double. Ok. Je pense que ça dépend vraiment des territoires. Ça, c'est mes collègues en poste qui pourraient mieux en parler. Mais effectivement, vu qu'on est en lien, ils sont en lien très constant avec leurs interlocuteurs. Donc voilà, si localement, je veux dire, donc s'ils sont approchés par des structures en lien avec l'e-sport, ben voilà, ça va venir de ce côté-là. Ensuite, nous, à l'Institut français à Paris, et puis de toute façon, l'ensemble du réseau, on est très à l'écoute des écosystèmes français. Donc c'est aussi venu des dialogues qu'on a pu avoir avec Francisport notamment, qui nous a très largement sensibilisés sur les enjeux de développement à l'international de la filière française. Et nous, c'est ça aussi qu'on veut accompagner. Donc les objectifs, ils sont à la fois de rayonner la France, c'est très, d'un point de vue culturel, il y a aussi une approche très économique. On l'a dit tout à l'heure, il y a des gros enjeux. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos projets qui sont portés avec Business France, parce qu'on croise plein d'enjeux, le culturel, l'économique, l'éducatif, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc je dirais que oui, ça vient un peu de plein de forces et ça se regroupe et voilà. Et du coup, on met en place des actions. Ouais, bien sûr, Sylvie, je t'en prie. Oui, je confirme complètement ce que dit Anna. Cela me fait penser aussi à des mouvements et des interpellations dans le monde sportif. Par exemple, selon les disciplines, enfin, voilà, il est vrai que l'écosystème français, et il faut le savoir, est quand même très avancé dans le monde du sport. Alors, vous en êtes pour la plupart acteurs ou en tous les cas participants, mais quand je me déplace à l'international dans le monde du sport, en fait, on m'interpelle tout le temps sur la qualité de l'écosystème français du e-sport. Donc, il y a une vraie aspiration, une vraie inspiration. Un petit peu ce qu'on retrouve, alors je vais prendre une des fédérations dans laquelle j'ai travaillé également, l'escrime. En fait, il y a bon nombre de pays étrangers qui veulent tout le temps capter, recruter ou obtenir, organiser un stage avec les maîtres d'armes français pour venir former des futurs maîtres d'armes dans leur pays. Et je ressens un petit peu ça aussi quand je suis à l'étranger par rapport à l'écosystème français. Évidemment, c'est surtout ce qui a été mis en place par Francisport, entre autres, et principalement, il faut le dire, et par le nombre de victoires gagnées par les clubs français, la qualité des joueurs, de l'organisation. Donc même si nous, en France, on se dit parfois qu'on n'est pas encore allé assez loin sur la structuration, que ça pourrait être mieux, on a tous envie vraiment de travailler ensemble. Puis on n'a pas encore été jusqu'au bout de la démarche, de l'intention pour mille raisons. Mais vraiment, j'insiste effectivement, Anna, sur la qualité de l'écosystème perçu de par les étrangers. C'est une bonne chose à savoir. Je pense que ça va satisfaire en tout cas tous les acteurs français pour le coup, quoi. Je voudrais aborder justement, vu qu'on a commencé à les évoquer, les enjeux économiques qu'il y a autour de cette diplomatie et de finalement ce positionnement géopolitique. Il y a forcément, ça prend appui sur différentes logiques économiques qui vont impacter cette géopolitique de l'e-sport. On a évoqué les investissements étatiques souverains de l'Arabie Saoudite, mais aussi, Olivier, tu as commencé à évoquer la stratégie des acteurs privés que peuvent être les éditeurs de jeux. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a des flux financiers qui sont plus ou moins en train de redessiner ces équilibres, on va dire, mondiaux. Je me tourne vers toi, Olivier. Justement, comment est-ce que ces nouveaux investissements qui proviennent, alors historiquement, c'est plutôt des investissements privés qui ont structuré énormément le secteur du jeu vidéo et notamment de l'e-sport. Pour rappel, on a un modèle économique qui est assez peu soutenable en ce moment dans l'e-sport, qui est très dépendant des investissements privés. On l'a vu pendant des années avec un modèle très proche de celui des startups, beaucoup de levées de fonds et ainsi de suite. Maintenant, il y a un peu plus de diversification, mais ça reste quand même principalement des investissements privés. Là, tout d'un coup, on a des fonds souverains qui arrivent et qui, avec des forts investissements publics, comment est-ce que ça modifie cette cartographie économique du secteur, si tu peux nous en parler un peu, et la question sous-jacente, c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement maintenant une forme de dépendance économique des acteurs privés, et là je vais les citer, des clubs e-sportifs, notamment vis-à-vis de certains blocs géopolitiques ou de certains États en particulier, quoi.
En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une première phase de financement pour la production des jeux classiques. Alors ça, c'était les succès des éditeurs, etc. Les premières organisations de ligues pour pousser en fait cette professionnalisation. Mais la question de l'espace du jeu est centrale. C'est-à-dire qu'il y a le jeu en ligne, mais où est-ce que l'on va jouer l'e-sport, avec qui et comment? Et c'est là où les pouvoirs publics s'en sont emparés de différentes manières. En France, on avait eu le rapport de Jérôme Durin qui mettait en avant tout l'intérêt de structurer l'e-sport, permettre aux collectivités locales, régionales, nationales de pousser, Je précise etc. le rapport interministériel 2016, Durin, Salle, Kirchner. Oui, c'est vrai que... Excusez. Absolument. Et donc ça, c'était important de montrer qu'il y avait ce côté hard, en fait, ça revient sur le territoire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui pose la question de la géopolitique aussi, c'est-à-dire que comme ça revient sur un territoire, le jeu vidéo, c'est international, c'est globalisé. Donc là, on a une reterritorialisation, que ce soit par les ligues, les compétitions, les villes qui se portent candidates, voilà ce qui se passe à Lyon récemment, etc. Ça, c'est intéressant de voir ça parce que ça met en avant d'autres choses pour organiser. Donc il faut des lieux, il faut du monde, il faut des gens qui viennent jouer, des gens qui viennent voir. Et ça, de l'humain, ça coûte cher quelque part. Et c'est un modèle qui est à la marge du revenu classique du jeu, quoi. C'est un nouveau modèle. Et cette professionnalisation du jeu, elle cherche des financements. Il y a eu pas mal de financements privés par le sponsoring, le publicitaire, etc. Là, on a, pour la première fois, on va dire, un État qui va au frontal. C'est peut-être la différence aussi à l'Arabie Saoudite et les autres pays, les autres États, c'est qu'eux, ils y vont en frontal, quand d'autres vont utiliser leur boîte. Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand vous avez Tencent d'un côté, quand vous avez Activision Blizzard, derrière, vous avez quand même les pouvoirs publics qui sont là, qui poussent, mais ils poussent indirectement. Mais c'est aussi ce qui fait le succès des grosses boîtes américaines. C'est toujours que vous avez de la commande publique, vous avez de la recherche et vous avez du financement. Et les trois ensemble fait qu'on a la Silicon Valley, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et donc, ils ont toujours une stratégie par l'entreprise, en fait, une stratégie politique aussi, alors par les contenus, mais aussi par les industries. Et là, l'Arabie Saoudite, il va en frontal, à découvert, mais même en fait, à la limite, c'est très transparent. À ce niveau-là, c'est intéressant de se dire, ils y vont, quoi. Donc, il n'y a pas de sujet, quoi. Ils y vont. Et ils vont sur la deuxième partie qui est intéressante, c'est l'espace social, en fait. Si on veut parler d'influence, etc., il faut toujours penser qu'il faut des points de rencontre, qu'on évoquait tout à l'heure, et il faut que les gens se discutent, échangent, quoi. Et ça, c'est un premier acte très, très important. On ne va pas avoir de la propagande, je t'impose mon discours, ça se fait plus, hein. Par contre, d'être présent, d'échanger, d'être dans le stream, d'être dans des parties où on est ensemble, faire une fête, hein, parce que c'est aussi très festif, quoi. On le voit dans d'autres secteurs, avec des acteurs nationaux, ils investissent le secteur de la fête, ils investissent le secteur de la VR culturelle, ils investissent toutes ces choses-là, parce qu'ils savent que ce qui est important, c'est l'espace et l'échange. C'est la socialisation politique avant toute chose, plus que la politique en elle-même qui est importante. Et c'est vrai que là, ce coup-là, de structurer l'espace de la pratique, c'est important. Et c'est intéressant de se dire, tiens, s'ils structurent, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Est-ce qu'ils cherchent quelque chose? Est-ce que c'est aussi une question de rayonnement? Effectivement. Il y a aussi cette notion de pop culture, parce que je pense qu'il ne faut pas prendre uniquement le e-sport pour l'Arabie Saoudite. Il faut aussi voir ce qu'ils font avec les licences comme Dragon Ball, les parcs d'attractions. Ils travaillent vraiment, ils s'adressent à une jeunesse, quoi. Et ça, c'est important parce que 18-30 ans, enfin 18-20 ans, c'est là où tu as vraiment tes opinions politiques qui se forment. Donc voilà, à un moment donné, si tu es présent sur ces créneaux-là, tu es présent sur ce créneau-là. Et tu pourras plus facilement imposer des visions ou les suggérer ou travailler avec des personnes qui vont aussi pousser là-dedans. Ça, c'est les stratégies d'influence classiques. Et c'est, j'allais dire, c'est de bonne guerre, hein, c'est ce qui se fait. Donc c'est pour ça que c'est très très intéressant de se dire que ça y est, on a eu le produit, on a inventé le foot. Maintenant, on a la pratique. Mais si on revient sur la politique, même le football, dans les années, au début du siècle dernier, il y avait le football ouvrier. C'était les boîtes qui étaient là, qui s'affrontaient entre elles. Il y avait des socialisations, il y avait de l'éducation. Enfin, il y avait une mission politique forte, en fait, déjà dès le début. Donc, à mon avis, c'est ça qui est intéressant, c'est les espaces en fait, de la présence. Et le stream, en fait, ça consomme de la vidéo. Ça produit du contenu vidéo. Et ça irrigue progressivement et ça permet à de nouveaux acteurs qui avaient peut-être raté le coche de la production de contenu de jeux de réinvestir la production sur les réseaux sociaux aussi. Mais alors, si je poursuis un tout petit peu sur la question économique, c'est que
ok, il y a une présence qui est plus ou moins symbolique. D'ailleurs, elle n'est pas forcément symbolique, mais je veux dire, il y a cette idée de présence. Mais d'un point de vue purement économique, on assiste quand même à, on va dire, une massification et même, je dirais, un conglomérat des capitaux. Encore une fois, si je mets les pieds dans le plat, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, tu le dis, elle avance totalement à découvert, elle est plutôt assez transparente sur sa stratégie, mais elle en vient à avoir un monopole sur toute la verticale de l'e-sport, c'est-à-dire elle investit chez les éditeurs de jeux et les créateurs de ces jeux, les développeurs et les éditeurs, elle investit sur les organisateurs des compétitions sur ces jeux, elle investit sur les équipes nationales ou les clubs qui vont participer à ces jeux, chez les diffuseurs qui vont diffuser ces compétitions. Donc à un moment, d'un point de vue purement d'intégrité compétitive, même j'ai envie de dire, c'est au sein de la même compétition qui est organisée par un État souverain, sur des jeux qui sont détenus par un État souverain, avec un club qui est détenu par l'État souverain, ou en tout cas qui est financé à grande partie par un État souverain, et qui est diffusé par le diffuseur de l'État souverain. Et c'est là, en fait, tu as fait raison, c'est cette concentration qui oppose public-privé, en fait. Et là, aujourd'hui, on a ce shift où les entreprises privées ont du pouvoir, et là, elles sont poussées par le public, par un fonds souverain, mais c'est quelque chose de privatisé et totalement intégré verticalement. Mais si on regarde le foot, en fait, il y a un problème, à mon avis, dans le financement, dans la structure économique, parce que les clubs de foot, il y a eu un tournant dans les années 2000 qui était la financiarisation et l'ouverture, notamment aux capitaux. Manchester United, à l'époque, était le cas de figure où on crée un club avec une valorisation boursière, etc., ce qui permet d'avoir d'autres capitaux. Là, aujourd'hui, on est dans un système où le e-sport, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, il y a une dépendance qui se crée par défaut de marché. Alors, ça fait le libéral qui parle, mais en fait, pour le coup, objectivement, il n'y a pas la place de marché suffisante déjà pour attirer suffisamment de fonds. Alors qu'il y a une public, il y a une audience, il n'y a pas de raison d'avoir quelque chose plus hors sol que le foot. Enfin, voilà, ils peuvent tout à fait. Mais la structure économique, elle fonctionne pas suffisamment. Et les dépendances qu'on avait dans le foot dans les années 80-90, qui ont disparu, qui ont été avec beaucoup plus d'ouverture aux capitaux, qui a aussi permis à d'autres personnes d'investir, dont le Qatar, etc., dans le foot. Mais ça a réouvert les cartes. Là, le problème, c'est qu'effectivement, les cartes se ferment et pour l'instant, quelqu'un a la main, quoi. Et c'est eux qui ont la main aujourd'hui. Mais parce que il faut très certainement penser la financiarisation du e-sport d'une manière ou d'une autre, en fait. Clairement. Je me tourne vers toi, Sylvie, parce qu'en plus, Olivier fait facilement le lien lui aussi avec le sport. C'est parfait. Donc, cette question de l'intégrité compétitive, je te la pose aussi également sur cette concentration des capitaux. Quel regard est-ce que tu portes là-dessus, notamment avec, en tout cas, ta provenance du mouvement sportif et olympique. Et j'en viens à une deuxième question qui est un peu complémentaire. C'est aujourd'hui, peut-être, d'ailleurs, ce sera l'occasion peut-être pour l'audience de rappeler un peu comment fonctionne le mouvement sportif et comment il est structuré. Mais est-ce que les éditeurs de jeux qu'on évoquait avant, qui donc aujourd'hui sont les régulateurs de leur propriété intellectuelle, est-ce que ils ont un pouvoir géopolitique qui est comparable à celui d'une fédération sportive, comme on peut le voir dans le mouvement olympique, par exemple? Oui, enfin, ce sujet est forcément, enfin, voilà, le lien entre la diplomatie et l'économie, elle est majeure. Je vais pas dire que je m'inquiète, en fait, mais je m'interroge et à la fois, c'est extrêmement excitant puisque on arrive face à tout un tas de questions auxquelles on n'a pas les réponses puisqu'il y a peu de modèles similaires. Enfin, je ne sais pas, on parlait d'une avancée à découvert, mais c'est à découvert dans les deux sens du terme, d'ailleurs, de l'Arabie Saoudite sur les événements qu'elle organise, parce que je ne sais pas quel est le bilan financier de la eSport World Cup, par exemple, mais j'imagine que, enfin, on compte beaucoup les dépenses et pas forcément beaucoup les recettes. Et ça, c'est un modèle qui est absolument impossible dans le monde du sport, que ce soit en France, enfin, en tous les cas en France. Donc, si on veut aussi organiser des événements e-sportifs en France de qualité, on a le modèle équilibre recettes-dépenses. Donc, si l'État ne s'engage pas davantage, comme on le voit dans d'autres États, ça devient compliqué. Je prends un exemple aussi dans le monde du sport. Allez, un exemple très simple, sur la Fédération française de danse, par exemple, dans laquelle je suis. On candidate pour un mondial de hip-hop break en 2026. On est en priorité, on a la première option dans la fédération internationale pour organiser. Eh bien, la Chine dit hier qu'après tout, ils sont très intéressés pour organiser. Et tout d'un coup, ils passent devant nous. Notre priorité n'existe plus. La première option devient la leur
parce que finalement, ils ont un puits sans fond et que, quel que soit l'équilibre budgétaire, ça fait le poids et c'est valable pour la fédération internationale. Donc on a aussi des mécaniques d'organisation qui sont extrêmement compliquées parce que justement, elles sont saines chez nous et qu'on n'a pas du tout le même modèle d'organisation. Donc ça, c'est une vraie question à se poser pour devenir concurrentiel face à l'Arabie Saoudite et la Chine. Enfin, on n'a pas les mêmes moyens pour organiser. Au-delà de l'acculturation voilà, qui est déjà bien entamée, mais qu'il va falloir encore pousser auprès de nos collectivités. Voilà, donc je voulais dire ça parce que c'est vrai que le foot, par exemple, évidemment, il a ouvert les portes à des capitaux étrangers et c'est ce qui lui permet d'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais est-ce que c'est ce que l'on veut aussi dans le e-sport? Il faut se poser la question. Je n'ai pas la réponse et je crois que tous les acteurs sont capables d'en parler et moi pas aujourd'hui. Ta seconde question. C'était sur justement le rôle des éditeurs de jeux. Je vais être très concret. Aujourd'hui, tu travailles donc pour le cabinet du président de la Fédération de danse. Tu travailles sur le projet Just Dance pour les Olympic eSports Games. Donc ça veut dire que tu travailles à la fois à faire le lien, enfin pas à la fois, tu fais le lien entre une propriété intellectuelle qui est un jeu vidéo qui appartient à un éditeur français qui est certainement le plus gros éditeur français actuellement, qui est Ubisoft, dont c'est sa propriété intellectuelle, mais aussi une fédération qui appartient au mouvement olympique, qui a un pouvoir de diplomatie en tant que fédération sportive. Comment se joue finalement ce partenariat? Mais j'irai plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui tu dirais qu'un éditeur de jeu, ça a même le même pouvoir de diplomatie, comme l'évoquait un peu Olivier tout à l'heure, à savoir c'est que derrière Ubisoft, c'est la France, c'est une expertise avec des titres qui sont connus et reconnus internationalement. Et la Fédération française de danse, c'est aussi une fédération qui a ses champions, ses championnes, une expertise et qui a un pouvoir diplomatique. Comment est-ce que tu compare les deux? Est-ce que il y en a l'une qui pourrait être plus puissante? Je vais encore plus loin. Quand le mouvement olympique international a commencé à s'intéresser à l'e-sport, il y a eu un peu un côté un peu paternaliste de la part du CIO à dire c'est comme ça que ça doit se passer. Nous, on a un siècle d'existence et on a toujours fonctionné comme ça. Et vous, l'e-sport et les éditeurs, vous allez vous plier à ce qu'on vous demande. Et puis les éditeurs, ils se sont retournés, ils ont dit, en fait, vous pesez 2 milliards de chiffre d'affaires par an, nous, on en pèse 40 milliards juste individuellement. Donc il y a un moment, le pouvoir diplomatique, il faut le rééquilibrer, quoi. Comment est-ce que tu observes ça, toi, alors soit très concrètement dans ta pratique personnelle avec la Fédé de danse, ou de manière un peu plus, avec un peu plus de hauteur et de recul au sein du mouvement olympique et du CNOSF? C'est extrêmement intéressant parce que c'est évidemment d'actualité puisque tout le monde attend impatiemment de savoir comment s'organiseront les premiers Jeux Olympiques du e-sport en 2027. C'est une question de jours ou de semaines pour que le Comité international olympique nous indique quels seront les Jeux qui feront partie du programme, quelle sera la date, quels seront les modèles de sélection. Même ça, c'est une vraie question parce que est-ce qu'on en passe par les éditeurs ou est-ce qu'on en passe par les fédérations internationales? Et là, je ne pense pas que le débat sera simple. Alors, je prends l'exemple de la danse, mais il est vaut parce qu'il est extrêmement concret et c'est du quotidien. En fait, la relation, je vais essayer de faire le go-between entre la Fédération internationale de danse et Ubisoft. J'ai avec l'un, comme avec l'autre, honnêtement, d'excellentes relations. Mais la discussion, elle est d'une complexité. Ce sont deux mondes qui n'ont absolument pas l'habitude de se parler, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes pouvoirs, qui pensent chacun être en haut de la pyramide du pouvoir, mais qui en fait n'ont jamais eu à travailler ensemble, donc qui se toisent quand même un tout petit peu, qui s'écoutent mais ne s'entendent pas, et qui aujourd'hui ne produisent pas l'attendu. C'est un peu normal parce que c'est le début, et je crois que l'arbitre, la complexité, c'est qu'il y a quand même quatre familles qui sont extrêmement différentes. Il y a le Comité international olympique, donc le propriétaire des Jeux olympiques, avec le projet. Il y a évidemment les fédérations internationales, il y a les éditeurs de jeux, mais il y a quand même les joueurs et les clubs. Après tout, je suis étonné que tu n'aies pas cité les comités nationaux olympiques aussi. Oui, mais qui dépendent. Les comités nationaux olympiques sont l'émanation du CIO. Donc je les mets dans le mouvement olympique, tous ensemble. Puisqu'ils devront après, sur le plan national, procéder peut-être aux sélections ou pas. Enfin voilà, là aussi, c'est assez complexe. Mais aujourd'hui, c'est assez opaque. Mais
parce que je ne suis pas non plus au sein du CIO aujourd'hui et je ne sais pas qui donne les consignes et qui paye quoi et qui paye qui, en fait, parce que tout est là quand même. Et j'ajoute donc un autre acteur extrêmement important, c'est l'Arabie Saoudite, une nouvelle fois, qui sera la terre d'accueil de ces Jeux Olympiques de l'e-sport. Donc il y a quand même... Plus que la terre d'accueil d'ailleurs, c'est pour les 12 prochaines années, c'est le comité national saoudien qui a en fait obtenu l'organisation de ces Olympiques e-sports Games. C'est-à-dire qu'il a aussi un rôle d'organisateur, même si les différentes éditions ne se passeront pas en Arabie Saoudite, quoi. C'est pas simplement une terre d'accueil de la première édition, c'est aussi l'organisateur. C'est vraiment pour dire à quel point voilà, c'est la concentration des pouvoirs encore, et qu'ils soient économiques ou symboliques, et elle est encore en Arabie Saoudite, quoi. Oui, et c'est pour ça que je voulais vraiment dire qu'il y avait quand même, il y a quand même des rapports de force entre l'Arabie Saoudite, le mouvement olympique, les éditeurs de jeux et le monde du e-sport, l'écosystème que vous connaissez tous au quotidien. Donc voilà, qui a la raison à la fin? Effectivement, quand je l'explique au monde du sport, parce qu'il est encore assez loin de ces débats, en fait... la place de l'éditeur de jeu, c'est comme organiser un match de foot avec voilà, des tribunes pleines, les meilleurs joueurs du monde, un terrain parfait, mais pas de ballon. Enfin, on en est là. Donc, effectivement, la place de l'éditeur de jeu, elle est majeure. Mais la discussion, la communication, elle est quand même sacrément compliquée, même pour le CIO. Et si je me place en tant qu'ancienne sportive aussi, à la place du joueur, le joueur aujourd'hui, il a quand même plusieurs patrons. Il a son employeur, il y a aussi l'éditeur de jeu avec qui il a un rapport. Et si aujourd'hui, en plus, il doit avoir un rapport un peu compliqué avec une fédération internationale, j'avoue que ce n'est pas le plus enthousiasmant du monde comme scénario. Ce qui est à la fois intéressant mais presque fataliste, c'est que j'ai l'impression que depuis 2018, ça avance peu, quoi. En tout cas, dans le rapport, je ne vais pas dire rapport de force, mais en tout cas dans les interactions entre les éditeurs de jeux et le mouvement olympique international, vraiment pour le coup, le CIO, j'ai l'impression qu'il y a toujours beaucoup de défiance et qu'on a du mal à trouver encore un terrain d'entente qui puisse permettre ce que tu évoquais aux clubs et aux joueurs qui sont finalement ceux qui vont être le plus impactés, un terrain qui soit rassurant pour tout le monde, quoi, pour le moment. Oui, mais j'ai envie de dire que, alors autour des valeurs, c'est vrai qu'on parle beaucoup des valeurs, mais les valeurs de l'e-sport, elles sont les valeurs du sport, elles sont les valeurs de l'humain, en fait, hein, les valeurs du olympique, hein, c'est l'amitié, le respect et l'excellence. Mais ça, on le trouve aussi dans l'e-sport, on le trouve dans la culture, on le trouve dans beaucoup de choses. Donc, c'est pas le vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui autour des JO, ce sont les anneaux olympiques. Il ne faut pas oublier que les anneaux olympiques, c'est comme quelque chose d'unique, d'extraordinaire, qui n'a pas de prix. Et j'ose penser que ces acteurs, quand bien même ils ont... des caisses sans fond, enfin voilà, des pays avec des moyens illimités, eh bien les anneaux sont quand même ce qui peut rassembler tout le monde. On y reviendra sur la question des valeurs. Je voulais me tourner vers toi, Anna. Là, maintenant, au regard de tout ce qui vient d'être dit, justement sur ces enjeux économiques et les investissements qui sont proposés par les différents États, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure. C'est quels sont finalement les dispositifs que met en place l'Institut français pour accompagner justement ces écosystèmes. Concrètement, aujourd'hui, dans ce contexte-là où on voit comment les différents États essaient d'investir pour faire rayonner, parce qu'on ne l'a pas encore trop utilisé ce terme, mais c'est quand même beaucoup une question de rayonnement ou alors d'attractivité, rayonnement au niveau des acteurs locaux ou d'attractivité d'acteurs internationaux. Comment est-ce que l'Institut français il accompagne justement ces écosystèmes sur la scène internationale? Comment est-ce que quels sont les enjeux principaux et notamment économiques pour la France et dans les démarches que vous déployez avec l'Institut français, quoi? Oui, donc comme on le disait tout à l'heure, on est sur des enjeux vraiment culturels et économiques qui se croisent tout le temps.
Donc, il y a donc un des axes qui est de valoriser les savoir-faire français à l'international Très concrètement, et d'accompagner, oui, je vais y aller, et d'accompagner du coup des entreprises françaises, des acteurs français sur des territoires. Donc, comment ça se passe concrètement? Nous, nos collègues en poste international, ils sont sur place et ils vont pouvoir identifier des opportunités, faire de la veille, bien connaître les écosystèmes locaux, les opportunités de marché, etc. Et peut-être mettre à disposition des ressources disponibles pour les acteurs français. Comme je le disais tout à l'heure, ça se traduit aussi beaucoup par l'accueil de délégations. Ça a beaucoup été fait en Arabie Saoudite. Voilà, investissement massif, préparation de 2027. Et donc, l'idée, c'est vraiment de valoriser les savoir-faire français dans ce cadre. Donc, il y a des cohortes d'entreprises françaises qui ont été accompagnées par le service culturel de l'ambassade, par Business France aussi, pour avoir des présences lors des événements professionnels business qui ont eu lieu ces dernières années. Donc voilà, c'est vraiment nous, là, on peut appuyer, accompagner à mieux connaître le territoire, accueillir et favoriser les mobilités, les rencontres avec d'autres acteurs internationaux. Ok. Et les forces économiques qu'on peut avoir en France, justement, dans ce rayonnement, elles se situent plutôt où? C'est-à-dire, est-ce que c'est par rapport à la diversité des acteurs ou parce qu'on a des acteurs qui sont peut-être pas forcément très nombreux, mais qui sont très puissants? Je pense on a évoqué Ubisoft, on pourrait évoquer Gozulting qui nous accueille aujourd'hui, ou Webedia qui sont des énormes structures qui ont un fort rayonnement international, ou au contraire, c'est plutôt un dynamisme qui est plus global. On a un écosystème typiquement associatif. Là, je vois qu'il y a des associations aujourd'hui qui sont là parmi nous, qui sont réparties sur tout le territoire, qui proposent plein d'événements tout au long de l'année. Elle est où notre force, presque j'ai envie de dire, économique en France? Comment est-ce qu'on la fait rayonner à l'international et comment est-ce qu'on la met en valeur? Alors moi, du coup, je me place plus du côté culturel. Ouais. Mais donc évidemment, on a des acteurs comme Ubisoft avec lesquels on travaille. Il y a tout un tas de tournois qui sont organisés par les services diplomatiques, culturels, en partenariat avec Ubisoft, d'autres opérations. Je ne pense pas qu'Ubisoft a nécessairement beaucoup besoin de nous pour exister à l'international. Donc c'est plus là, nous, on va intervenir sur peut-être des plus petites structures. Je pense qu'on va être plus en capacité d'aider. Mais on est vraiment à l'écoute de l'écosystème. Et c'est aussi ça que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on est, on est à l'écoute. Donc on veut bien entendre les besoins des associations, des plus petites structures, pour les accompagner au mieux à l'international. Je pense que c'est plus ces structures-là qui sont quand même en capacité de force de frappe sur des territoires internationaux, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, qu'on est en capacité d'accompagner. J'espère que le message est bien Voilà, passé. mais c'est ça, Bon. c'est que ça remonte. Voilà. Okay. Je vois le temps qui file, donc je voulais peut-être revenir un petit peu sur cette question des valeurs que tu évoquais, Sylvie, et je vais continuer avec toi, Anna. Alors, Sylvie a évoqué les valeurs olympiques, mais bien évidemment, et ça a été évoqué depuis le début, c'est que la géopolitique, c'est aussi diffuser des actions symboliques et notamment des valeurs. Pour vous, l'Institut français, justement, quelles sont les valeurs, d'une certaine manière, qui sont mises en avant dans à la fois les compétitions e-sportives, parmi les acteurs français? Parce qu'il y a quelque chose peut-être qu'il me faut préciser, c'est que intrinsèquement, l'e-sport n'a pas de valeur. C'est-à-dire l'e-sport, il n'est pas né avec des valeurs et ainsi de suite. Alors, il y a à la fois les créateurs de ces jeux, quelles sont les valeurs qu'ils veulent diffuser à l'intérieur de ces jeux, et puis tous les acteurs de l'e-sport, quelles sont les valeurs qu'ils veulent diffuser par l'intermédiaire de leur compétition, de leur club, et ainsi de suite. Chaque club a son hashtag avec la valeur qu'il veut prôner. Le mouvement olympique a choisi 3 valeurs qui ont été rappelées par Sylvie, mais intrinsèquement, le sport, il n'a pas de valeur. Et c'est cette même idée. Et quelles sont les valeurs que vous, l'Institut français, vous essayez de mettre en avant dans la diffusion finalement de l'e-sport au sein de la diplomatie culturelle? Alors, je pense qu'il est important. Alors, évidemment, il y a des valeurs sportives qui ont été évoquées.
travail en équipe, compétitivité, etc. Et après, il y a tous les enjeux transversaux autour de l'e-sport. Qui je pense sont très intéressants et sur lesquels nous, qu'on a bien intégré dans notre travail, qui vont être les enjeux éducatifs, le levier éducatif, les enjeux de diversité, d'inclusion numérique, de diversité des genres, etc. Et ça qu'on traduit, je pense, assez bien dans nos actions. Alors pour donner des exemples très concrets, il y a par exemple un certain nombre de projets valorisant la place des femmes dans le secteur qui ont été montés, beaucoup sur le continent africain. On a pu organiser avec sagesse et avec les représentations diplomatiques sur place un certain nombre de compétitions qui faisaient la part 100% féminine, qui du coup faisaient la part belle aux femmes, et des compétitions auxquelles étaient également attachées des rencontres professionnelles pour accompagner la professionnalisation, la structuration des femmes dans le secteur. On a par exemple aussi un exemple assez récent qui a eu lieu en Belgique, un tournoi Valorant qui a été organisé, qui s'appelait Radiance, qui a eu un fort succès, qui a réuni un certain nombre d'actrices françaises et belges. On travaille aussi beaucoup avec Women in Games, Afrogamers qui étaient présentes lors de l'événement. Donc voilà, ça c'est par exemple des valeurs sur lesquelles on souhaite vraiment travailler et qu'on de toute façon promeut dans l'ensemble de nos actions, pas que sur les sports. Et après aussi, des fois, c'est la rencontre entre des valeurs différentes. Il y a un exemple récent qui est assez intéressant. On a nos collègues en Corée du Sud qui ont accompagné un projet de bootcamp qui a fait se rencontrer l'équipe française Vitality et l'équipe sud-coréenne Genji. Alors c'est un bootcamp, l'équipe française est venue sur place en Corée et a pu s'entraîner, dialoguer avec leurs homologues. Et donc là, voilà, on voit très bien ça parce qu'il y a un documentaire France TV / qui est sorti la semaine dernière qui documente cette rencontre. Et on voit justement ça, ces valeurs qui sont peut-être parfois un petit peu différentes, la façon d'appréhender l'e-sport un petit peu différente, et qui viennent là, on retrouve très bien ça dans le documentaire, ils dialoguent. Et c'est ça aussi notre rôle, c'est de faire se rencontrer des acteurs français internationaux et accompagner le dialogue international. Ok, donc finalement, ces valeurs, il y a à la fois des valeurs qui sont, on pourrait dire, un peu universelles, et puis il y en a qui sont plus culturellement situées. Et l'intérêt, c'est aussi peut-être de les faire se rencontrer. Oui. Ouais. Ok. Vas-y, Olivier. Ouais, moi, il y a quelque chose qui m'étonne dans le e-sport. Ouais. Il y a deux choses qui m'étonnent. C'est la volonté d'institutionnalisation qui fait que on avait un truc nouveau, on a un truc qui ressemble à des trucs anciens, donc essaye de s'y conformer. On va essayer de faire un truc sportif, un truc culturel, un truc avec des institutions, une administration. Enfin, on parle du média du 21e siècle, on parle d'un truc globalisé, au numérique, qui parle aux jeunes, et on essaie de replaquer des anciennes structures. Donc ça, c'est déjà le premier élément de pouvoir. Et le deuxième, c'est pourquoi c'est pas mixte dès le départ. Alors on pourrait en faire, sur la deuxième question en tout cas, ça pourrait être l'objet d'une toute autre table ronde. Non, mais bien sûr, mais je pense que c'est la base en fait de la question du pouvoir, c'est qu'il y ait une domination. Ah bah clairement. Et qu'elle est totalement infondée. Tu veux réagir ? Oui, parce que pour moi, la deuxième question est liée à la première. Totalement. C'est la place de la femme. On se posera la question, dans ce cas-là, dans l'Arabie Saoudite, de la place de la e-sportive. Au-delà des droits de l'homme, la e-sportive, est-ce qu'elle sera au même titre ? Est-ce qu'il y aura la même ligue, les mêmes investissements ? Parce qu'il n'y a aucune raison, sachant qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de joueuses que de joueurs. Donc, d'un point de vue pour les marché, jeux vidéo. Pour les jeux vidéo, c'est oui, mais non, mais voilà, je le pour le jeu répète vidéo, c'est un peu aberrant quelque part. Donc, ça veut dire qu'il y a une masculinisation de la pratique du e-sport. Donc, il y a aussi des valeurs masculines, de performance, d'entre-soi, de boys out, etc., qui ont été construites. Ah ouais, donc c'est ça qui est assez surprenant. On parle de géopolitique, mais je dis ça pourquoi ? Parce que dans le monde du jeu vidéo, aujourd'hui, la question de la femme, dans les sorties de jeux, etc., elle fait l'objet de sujets ultra violents. Ouais, très clivants. Mais c'est ce que c'est de la politique, parce que les républicains, les démocrates s'opposent totalement, quasi uniquement, sur la place de la femme. Donc si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas la place et qu'on ne remonte pas le truc en se disant en fait pourquoi la place de la femme, pourquoi il y a ces assignations en invisibilisation, pourquoi ceci, pourquoi cela. On peut parler de toute la géopolitique, on met des sous, pas des sous, on a un équilibre. Il y a plein de modèles, moi je pense au théâtre, je pense à la culture, qui sont déficitaires. En France,
C'est public, c'est fondé parce qu'on considère que c'est des valeurs d'éducation, d'élévation de la spiritualité, etc. Et de l'autre côté, on a aussi le modèle anglo-saxon qui cherche des rentabilités, qui a des fondations avec des legs, des donations, et qui arrive à boucler malgré tout ces fins de mois pendant le Covid, comme la Tate, quoi. Ils ont eu des problématiques dans un muséal très très fortes de fréquentation, et malgré tout, ils ont un autre mode de financement. C'est des modes de financement différents, mais qui existent. Donc en fait, c'est presque c'est pas un faux sujet, c'est un sujet important, mais il y a plein de possibilités de financer. Et ça, mais c'est quand même lié à cette problématique-là. C'est-à-dire que est-ce elles vont être paritaires? Est-ce que ça va être équilibré? Est-ce que on a l'occasion d'avoir aussi d'autres valeurs à mettre en avant, hein, pourquoi celle de l'Olympisme? Parce qu'ils sont super. Pourquoi tu choisis? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Comment? Est-ce que c'est pas à la communauté de les réfléchir? Il y a peut-être un truc à crowdsourcer, etc., quoi, qui pourrait être intéressant, imaginer. Mais c'est ce mimétisme, moi, à vous écouter, qui m'interpelle vraiment, en fait. Oui, de manière générale, surtout quand il s'agit. Je fais très facilement le parallèle avec toutes les pratiques sportives émergentes des années 70, qu'on a appelé les sports californiens, le skate, le snowboard et ainsi de suite, qui se sont construits justement contre le modèle institutionnel, que d'ailleurs le mouvement olympique a rejeté pendant des décennies et des décennies, et qui aujourd'hui sont intégrés dans les Jeux olympiques, comme d'ailleurs le breakdance, que la fédération de danse veut appeler le breaking, alors même que tous les b-boys et les b-girls appellent ça du breakdance. Donc, Du break maintenant. Oui, on dit le break carrément. Mais ceux qui font du breakdance, est-ce qu'ils veulent que ce soit au JO? Et ceux qui font du skate, c'est un débat, mais c'est un débat intéressant parce Ah oui, qu'en fait, complètement. dès lors que vous institutionnalisez, que vous créez des couches administratives, vous allez essayer de vous rattacher aux espaces où elles existent, à savoir les institutions internationales, nationales, etc. Et ça, c'est une vraie question. Et pour revenir sur quand même, le e-sport et parce que c'est quoi le e-sport? C'est la sportification d'un passe-temps. La sportification d'un passe-temps, c'est quelque chose qui avait étudié par Norbert Elias et Eric Dening. C'était qu'à quel moment, en fait, on va transformer en sport un passe-temps, un loisir, et quel est l'intérêt, en fait. Et l'intérêt, c'est avant toute chose lié à la violence. C'est une manière, en fait, de canaliser, de structurer, d'éduquer et de travailler ce qu'on appelle l'autocontrôle de soi, qui est un processus de civilisation depuis plusieurs siècles. Et quand le e-sport apparaît, le débat dominant dans le jeu vidéo, c'est la violence. On n'aurait pas eu ce débat dominant du jeu vidéo, le jeu vidéo ça rend violent, qui était complètement hors sol, hein, mais qui était là. Je pense qu'on aurait une autre façon aussi de penser le e-sport, ça aurait été de la e-compétition peut-être, d'autres choses, et ça aurait pu être moins en réponse à la société. Et notamment une petite partie de la société qui était au pouvoir à l'époque, et le pouvoir politique qui détestait le jeu vidéo, qui maintenant évolue, grandit, mais on a quand même ce lien qu'il ne faut pas oublier. Et donc on se retrouve à une espèce un truc un peu bancal, un sentiment. Alors, vous avez quand même carte blanche, quoi. C'est quand même fou. Il y a quand même quelques jeux, il y a des éditeurs qui ont envie que ça se développe, que plus les gens jouent, plus ils sont contents, enfin, plus c'est streamé, plus c'est regardé. Il y a une espèce je sais pas, de réappropriation qui est un peu dommage. Et quand je vois là, ce que fait l'Édu-France, c'est aussi l'Édu-France, pardon, l'Institut français, c'est un moyen de mettre à disposition aussi des entrepreneurs locaux, des initiatives locales, et c'est ça qui est important aussi. Et finalement, c'est du e-sport, mais c'est de la e-culture aussi, quoi. Donc on est vous êtes pris entre plusieurs segments, quoi. C'est ça qui est assez c'est hyper intéressant, hein, mais Ah, mais tu soulèves des questions qui sont tout à fait pertinentes, notamment c'est pourquoi ce besoin d'institutionnaliser une pratique qui à la base émerge directement de la part des joueurs. C'est une vraie question. Pourquoi choisir tel modèle de structuration plutôt qu'un autre? Il y a un vrai sujet au sein du secteur, c'est est-ce qu'on choisit le modèle de structuration sportif, modèle fédéral, pyramidal? C'est le choix qu'ont fait certains pays. En France, il n'y a pas de consensus. Il y en a qui souhaiteraient que ce soit ce modèle-là, d'autres qui préfèrent défendre une autre idée. Donc forcément, il n'y a jamais de consensus, même tu vois, on parlait du breakdance, on parle du skate, de l'escalade et ainsi de suite, ces pratiques non institutionnelles historiquement qui se sont faites rattraper. Il y a toujours eu en fait j'ai envie de dire, ont toujours cohabité des communautés de pratiquants qui à la fois voulaient garder cette activité libre, autonome, en dehors de tout cadre institutionnel. Dans le surf, ça va être l'ère d'Hamilton, ça va être Rob Machado et ainsi de suite. Et puis d'autres qui voulaient à tout prix être dans le système sportif compétitif, c'est Kelly Slater, quoi. Dans l'escalade, tu as la même chose entre Adam Ondra et d'autres. C'est pour ça que justement la géopolitique elle va passer par l'imposition d'un modèle d'organisation en fait,
de structuration avant toute chose. Ce que tu évoquais sur les droits récupérés par l'Arabie Saoudite, ça c'est le premier élément de prise de contrôle en fait. D'une manière de présenter, de structurer, et puis de mettre en scène l'événement, parce qu'ils vont le mettre en scène d'une certaine manière, ils vont mettre en scène des codes, des attendus, peut-être une cérémonie, peut-être ceci, peut-être cela. Mais alors justement, c'est parfait parce que la question que je voulais te poser, c'est est-ce que dans ce cadre-là, est-ce que l'e-sport peut rester ou être un espace de contestation? C'est-à-dire que dans une période d'institutionnalisation, et comme on l'a vu, on a évoqué le cas de Bliss Chung pour l'indépendance d'Hong Kong, et on a vu à quel point tout de suite, à la fois la Chine, mais aussi les éditeurs l'éditeur avait repris un contrôle sur son espace d'expression. Est-ce que l'e-sport, dans un processus d'institutionnalisation, peut rester un espace de contestation comme il a pu l'être lorsqu'il était encore libre, autonome, informel et ainsi de suite? À mon avis, si c'est structuré avec une diffusion globalisée, etc., encore plus. Parce qu'il suffit d'être présent, de montrer son désaccord et vous avez une tribune mondiale. Donc, si c'est fait aux Jeux Olympiques, on a eu à chaque fois, à un moment donné, des athlètes. Mais c'est la responsabilité individuelle, c'est ça qui est un peu hard et qui est un peu dur. C'est l'individu qui va prendre sur lui et qui va peut-être mettre en péril sa carrière pour porter un message. C'est un acte de courage. Et il aura une tribune pour le faire. Donc, moi, je trouve ça, à la limite, c'est pas tant l'institutionnalisation du moment que ceux qui font puissent être sanctionnés. Mais on l'a vu au moment du Black Lives Matter aussi. Il y a eu des mises au pilori, des sportifs qui ont pris position. On le voit dans certaines compétitions en Asie. Bon, ça arrive, ça dépend. Ça peut être géré différemment, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi le public qui soutient. Et le public qui soutient, on l'a vu, regardons ce qui s'est passé la semaine dernière avec Jimmy Kimmel. On va le censurer. Donc le pouvoir américain fait pression sur Disney, censure. Le public fait pression sur Disney en disant ouais, mais les mecs, donc on ne vous souscrit plus vos abonnements. Donc il a été remis à l'antenne. Donc il y a quand même intéressant de se dire qu'il y a aussi la place du public, il n'est pas invisible. On parle beaucoup de la puissance publique, mais sans les joueurs et sans les spectateurs, je pense que sans spectateurs, il n'y a pas d'e-sport. Et alors justement, quel regard tu portes lorsqu'on souhaite contrôler le public? Ça veut dire, on le voit bien, notamment dans le milieu sportif et notamment dans le football, les stades sont des espaces à la fois de propagande, de contestation de la part des ultras et ainsi de suite. Dans l'e-sport, je vais prendre un cas très concret dont il y a beaucoup de gens à mon avis qui sont passés à côté, mais lors d'un événement organisé par la Carmine Corp, qui s'appelle les KCX, le KCX 4 qui se tenait à la Défense Arena, j'allais dire la U Arena, mais ça on appelle ça la Défense Arena, pour pas me tromper. C'était au tout début, c'était post-7 octobre dans le conflit israélo-palestinien. Et les ultras, les supporters de la Carmine sont très engagés, diffusent beaucoup de tifos et ainsi de suite. En tout cas, ont des pratiques et des usages du supporterisme très empruntés au mouvement sportif. Et ont voulu déployer un tifo en soutien notamment au peuple palestinien. Et la sécurité de la Défense Arena, je ne saurais pas dire sous l'ordre de qui et ainsi de suite, sont venus tout de suite leur interdire de diffuser leur tifo, de chanter leur chant, en leur disant que si jamais ils continuaient, ils seraient obligés de les sortir. Donc là, il y a carrément un contrôle du spectatorat et ainsi de suite. Ouais, mais si tu regardes ce qui se fait clairement, et c'est ce qui se fait aussi dans le sport, notamment dans le foot, pour avoir étudié un peu l'économie des stades, le stade a besoin de le transformer en espace familial où on fait une sortie en fait. L'idée, c'est le modèle, c'est je vais pas au stade 2 heures voir un match et je passe 6 heures. Donc j'ai du avant, du après, je bois des coups pour avoir une rentabilité justement, pour que ce soit soutenable. Et je crois que c'est Dortmund qui avait mis ça en place. Et quand on voit les très gros stades américains, c'est ça, c'est le Entertainment Center. Donc il y a cette logique d'Entertainment Center qui suppose une dépolitisation, un abaissement de la violence surtout. Je ne suis pas sûr que ce soit le politique le problème, que la violence potentielle ou la peur d'eux, ou j'en sais rien. Après, mais c'est étroitement lié en fait à ce que ça signifie faire aussi du e-sport. Aujourd'hui, c'est assez festif en fait, c'est assez familial, c'est assez structuré dans la mise en scène du public. On applaudit, on fait ça. Voilà, la dernière vidéo là de ce qui se passait, le truc Fortnite qui tourne avec regardez comme ils sont chauds les gars. Tout ça, c'est du spectaculaire en fait. Et la spectacularisation, il y a différents espaces. Il y a du cinéma d'auteur comme il y a du cinéma blockbuster quoi. Oui, bien évidemment. Non, je entièrement d'accord avec ça. J'aurais envie de continuer beaucoup sur ce sujet-là, mais en fait, c'est juste pour conclure, c'est que l'e-sport, disons que le supporterisme dans l'e-sport a historiquement été plutôt
institutionnalisé par les organisateurs de ces événements qui sont souvent les éditeurs de jeux. Je vais prendre des cas très concrets. League of Legends, qui est le jeu le plus populaire avec les championnats du monde, qui sont la compétition la plus suivie avec les plus fortes audiences. Lorsque tu vas assister à cet événement, il y a une institutionnalisation du supporterisme, c'est-à-dire qu'on te dit comment supporter. On te donne les tap-tap lumineux, on te donne le bracelet lumineux et ainsi de suite. Bref, tu es conditionné à supporter de la manière dont l'éditeur de jeu ou l'organisateur de l'événement l'a décidé. Ce que je trouve hyper intéressant avec le phénomène dit ultra dans l'e-sport, qui a notamment été poussé entre autres par les supporters de la Carmine. Et c'est pas anodin, c'est que les supporters de la Carmine sont des supporters qui transgressent plus facilement la règle parce qu'ils viennent de milieux plus populaires statistiquement, bien évidemment. Et donc, tout d'un coup, ça déborde, quoi. On a nos propres pratiques, on a nos propres usages qui ne sont pas ceux qui sont pensés par l'organisateur de l'événement. Et donc là, ça dérange, quoi. Ouais, mais tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est que si tu regardes le sport, tu as plusieurs façons de penser le sport. Le sport américain, tu vas dans un stade. Oui. Pour avoir été dans plein de... Oui, t'as ton t-shirt qui est posé. Tout est structuré. Ouais, en fait, la réaction est structurée. Voilà, c'est un modèle très nord-américain. Et en Europe, on a un autre modèle qui est plus éruptif, qui est plus classe populaire et ouvrière. Ouais. Et en fait, c'est plus le moment de relâchement des pulsions, plus émergent et libéré, que le moment américain qui est aussi canalisé, mais autrement. Et c'est cette articulation qui est... Et ça dépend des sports, tout à fait. Et ça dépend aussi des sports, bien sûr. Évidemment, dans une compétition de golf, vous allez pas, ou au tennis, c'est pas les mêmes codes de réaction. Clairement pas. L'heure passe à toute vitesse. Je voulais aborder une dernière thématique et on a la personne la plus appropriée pour évoquer ce sujet. C'est sur les enjeux olympiques parce que forcément la reconnaissance sportive et olympique de l'e-sport, elle a aussi des effets sur sa géopolitique. Je me tourne donc vers toi, Sylvie. Déjà, première question, quels sont les freins ou les leviers, et d'ailleurs, c'est pas où, c'est quels sont les freins et les leviers géopolitiques à la reconnaissance de l'e-sport comme discipline olympique? Ça, c'est ma première question. Et ensuite, comment est-ce que les différents États, et notamment le cas français, va mobiliser la diplomatie sportive pour affirmer son leadership, quoi, d'une certaine manière, au sein de ce nouvel espace compétitif, quoi, parce qu'il y a forcément une volonté. Tu l'as dit, la France, on est un beau pays d'e-sport, on a plein de compétences. Est-ce que la France, elle a une volonté, au sein du mouvement olympique international, à se positionner, surtout que le français, c'est la langue du CIO, que le CIO, ça a été fondé par un Français. Est-ce qu'il y a aussi une volonté de la France de dire, voilà, nous, on sait faire, on a une expertise là-dedans, quoi? Oui, alors là aussi, on est face à un univers assez opaque pour le moment, parce qu'on ne sait pas, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on ne sait pas qui fait quoi et avec quoi. En fait, alors, pour revenir aussi, on ne revient pas sur la terminologie du terme e-sport, mais c'est pas très clair non plus. Sport, e-sport, sport, pas sport. D'ailleurs, le mouvement olympique a proposé sa propre terminologie avec les sports virtuels non physiques, les sports virtuels physiques, les jeux vidéo en compétition et le jeu vidéo. Le terme e-sport n'apparaît pas du tout dans la terminologie olympique, quoi. Exactement. Alors c'est comme ça que je le présente aussi dans le monde du sport, avec le virtuel, le connecté et le gaming pur, en fait, pour être un petit peu simpliste. Donc là aussi, on n'a pas de cahier des charges. Alors si je me positionne au sein du comité olympique français, en fait, on attend, comme je le disais, le CNO, c'est une émanation du CIO. Donc on doit appliquer certaines règles, on doit respecter le règlement intérieur du CIO, et donc on attend les consignes pour agir. On ne décide pas de faire ce que l'on veut quand on veut. Vous le savez, en France, on s'est posé les questions souvent et on se la pose encore aujourd'hui. Est-ce que le e-sport, puisque ça s'appelle comme ça devait être plus près de la culture, du numérique, de l'économique, du sportif. Et le projet de Jeux Olympiques est tombé. Donc là, quelque part, ça oblige. Tout d'un coup, on se dit, forcément, si Jeux Olympiques, c'est sport. Bon, c'est une conclusion peut-être un petit peu rapide, mais néanmoins, si c'est CIO, ça doit tomber dans l'escarcelle du CNO. Pour rappel, dans l'histoire des Jeux Olympiques, lors des premières éditions, il y avait des compétitions de poésie. Voilà. Oui. Ce qui est sport ou pas sport aux yeux du mouvement olympique et peut varier au fur et à mesure du temps, quoi. Oui, restons. On est quand même très optimiste là-dessus et assez large. Les Jeux Olympiques, donc on ne sait pas trop ce qu'il y aura au programme, on n'a pas connaissance du cahier des charges, on sait qu'il va falloir sélectionner une équipe de France, puisqu'on sera chacun avec son drapeau national.
Comment est-ce qu'on va procéder? Je ne sais pas, nous ne savons pas. Ce qui est important, c'est que l'équipe de France elle doit être la meilleure possible. Qui peut sélectionner la meilleure? Est-ce que ce sont les joueurs entre eux? Est-ce que ce sont les clubs? Est-ce que c'est une fédération? Est-ce que c'est un comité de sélection? Est-ce que c'est un comité national? Ou est-ce que c'est l'éditeur de jeu qui doit sélectionner les meilleurs dans ce jeu? Tout ça, on ne sait pas. Et ce qui est hyper important, c'est que ça doit être discuté collégialement. Et ça, j'y tiens vraiment. Je voudrais vraiment pas qu'on tombe dans un copier-coller, et ça, je l'ai souvent dénoncé, pour faire du e-sport un modèle qui existe comme certaines entités un petit peu poussiéreuses, parce que personne ne le demande. Donc, il faudrait pas laisser par nature les choses s'organiser, parce que ce serait plus simple que ça devienne comme d'autres ou comme des systèmes existants. Donc là, vraiment, sur le sujet des Jeux Olympiques, il faudra absolument que ce soit une discussion partagée, collégiale. Il faudra prendre le temps qu'il faut, même si les Jeux approchent, mais il faudra que chacun des acteurs importants y trouve son compte. La France pourrait candidater effectivement pour des Jeux Olympiques aussi de l'e-sport, puisque, si vous l'avez compris, les Jeux Olympiques de l'e-sport auront lieu tous les 2 ans. La première année, donc, c'est à Riyad. Pour la deuxième édition, c'est-à-dire 2 ans après, 2029, ailleurs. Ça revient à Riyad en 2031, ensuite ailleurs, ensuite à Riyad. Ça, c'est le principe de base. Et Riyad devrait avoir 6 éditions en alternance, donc avec un autre pays. Hein. C'est ce qui est créé aujourd'hui. Donc, si on veut rester fort, il faut effectivement... il serait bien de candidater quand même pour un grand événement. Mais là aussi, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être aidé par les institutions et l'État. Tu m'as posé une autre question. C'était finalement comment est-ce que la France donc, pouvait mobiliser cette diplomatie sportive pour affirmer son leadership. Et la première, c'était les leviers et les freins géopolitiques justement de cette reconnaissance de l'e-sport comme discipline olympique. Est-ce qu'il y a des freins géopolitiques et est-ce qu'au contraire, on a des leviers sur lesquels on peut jouer pour favoriser cette reconnaissance olympique de l'e-sport, quoi. Alors, les freins géopolitiques, où je ne les perçois pas, où je ne les connais pas encore, pour moi, les freins aujourd'hui, c'est de faire s'écouter déjà, avant de s'entendre, les différents acteurs qui ne se connaissent pas. Parce que, et tu le disais bien, et moi j'aime assez cette rencontre entre les pratiques alternatives, nouvelles. Tu parlais du skate, on parle du break, dans d'autres circonstances aussi le MMA par rapport à la boxe, aujourd'hui qui travaillent ensemble. J'aime assez écouter et essayer de faire que des univers avec des communautés extrêmement différentes s'entendent, mais s'entendent pour des occasions, mais ne s'entendent pas pour... définitivement, on ne peut pas faire un mariage forcé de ceux qui ne le souhaitent pas. Donc, je pense que c'est plutôt en interne, dans nos univers, effectivement, faire contraindre un club ou un joueur ou un éditeur à réfléchir avec tout le cahier des charges et toutes les contraintes du monde olympique, c'est pas simple du tout. Et à l'inverse, que le monde olympique soit peut-être plus attentif au fonctionnement de l'écosystème e-sportif, c'est pas simple. Donc, et il faut pourtant aller vite pour s'entendre. Donc je pense que les contraintes et les freins, aujourd'hui, ils sont là si on veut arriver à un modèle qui soit performant. Si c'est pour faire des Jeux olympiques dégradés dans 2 ans, c'est pas possible, personne ne peut l'entendre. Ce qui explique peut-être pour la raison pour laquelle les Jeux Olympiques de l'e-sport ont été reportés, puisque initialement ils étaient prévus en 2025, et je pense que le CIO n'aimerait vraiment pas faire des Jeux Olympiques dégradés pour cet événement, quoi. Je me tourne vers toi, Olivier. Peut-être tu avais envie de rebondir. Oui, mais... juste, en fait, là, c'est l'occasion de faire un peu d'ingénierie institutionnelle, voire constitutionnelle. C'est de se dire qu'est-ce qu'on essaye de. Et c'est le process qui est important. Je pense que voilà, Sylvie le montre bien. Est-ce que c'est top-bottom? Est-ce qu'on met les acteurs ensemble déjà, ce qu'ils se projettent dedans? Qu'est-ce qu'ils aimeraient se projeter? Avancer? Une autre manière d'élaborer, entre guillemets, une organisation. Hein.
Et ça, la façon de faire aura des impacts et il y aura des gens qui sont dedans, pas dedans, parce que on le voit dans toutes les organisations. Pour quiconque connaît un petit peu le mouvement olympique, c'est toujours top-down. Hein. Ça vient du CIO et c'est imposé. Pour le coup, les fédérations subissent d'une certaine manière, les CNO subissent, et souvent au dernier moment. En tout cas, historiquement, ça a souvent été le cas. Peut-être que là, ça changera et qu'il y a une volonté de co-construction, mais pour avoir, à titre personnel, beaucoup participé au groupe de travail sur ces réflexions-là, l'agenda est déjà défini à l'avance et en fait, il y a très peu de marge de manœuvre et le CIO est... Il faudra que chacun trouve ses intérêts, exactement. qu'on arrive bien à les mettre en avant, mais ouais, bien c'est sûr. impossible. Hein. Justement, je te pose cette question, c'est toujours un peu vers toi que je pose ces questions qui sont un peu plus délicates, mais est-ce que toi tu vois dans l'intégration de l'e-sport aux Jeux Olympiques plutôt une forme de légitimation de l'e-sport, en tant que, si on considère en tout cas que le mouvement olympique c'est la plus haute reconnaissance institutionnelle des pratiques sportives, ou est-ce qu'on peut aussi parler d'instrumentalisation politique, quoi, finalement? En tout cas, c'est une institutionnalisation, ça c'est sûr, une reconnaissance, clairement, en tout cas, de cette pratique-là, qui était certainement appelée aussi à beaucoup de joueurs, hein, d'être reconnu à un moment donné, c'est important et c'est parfois nécessaire. L'instrumentalisation, ça sera déjà c'est un instrument, donc oui, de facto, c'est un instrument qui structure un espace de la pratique, hein, qui va la rendre visible. Comment, quelles sont les valeurs mises en avant, tout ça, c'est là que c'est là les points de vigilance, à mon avis, qui aujourd'hui pour moi sont pas encore clairs. Si on est dans la continuité olympique, on est sur du Coubertin, on est sur des choses qui sont conformes entre guillemets aux aspirations. Il y aura peut-être l'occasion d'en mettre d'autres en avance, il y aura peut-être une réflexion là-dessus. Mais à date, je ne sais pas les valeurs qu'il y aura, mais en tout cas, c'est sûr, ça va structurer. Ok. Anna, je vais conclure en tout cas cette partie sur les enjeux olympiques avec toi. Pour vous, l'Institut français, de quelle manière est-ce que cette reconnaissance de l'e-sport comme une discipline olympique, ou alors peut-être pas une discipline olympique parce que je veux pas que les gens pensent que l'e-sport devient une discipline olympique, mais en tout cas l'intégration de l'e-sport au sein du Giro olympique, comment est-ce que ça potentiellement ça peut influer les stratégies que vous déployez au niveau de la diplomatie culturelle avec l'Institut français? Est-ce que ça peut avoir un impact très concrètement ou pas? Je pense que c'est ce qu'on vient de dire, ça apporte beaucoup de légitimité. Ok. C'est une très belle reconnaissance. Donc nous, voilà, ça va nous permettre d'asseoir les actions, légitimité auprès du public, hein, parce qu'on parle des jeunes publics qui qui connaissent bien le secteur, mais c'est pas le cas encore de tout le monde. Légitimité auprès des acteurs du réseau culturel, auprès de leurs partenaires. Hein, institutionnellement, la reconnaissance est encore assez inégale dans le monde. Voilà, alors, et d'ailleurs, au moment des JO 2024, ça avait déjà été le cas, hein, ça a été l'occasion de donner un gros coup de projecteur sur l'e-sport, dans le cadre des Olympiades culturelles qui ont été déployées à l'international. Dans le réseau culturel, il y a eu plein d'événements autour de l'e-sport qui ont été déployés pour faire un clin d'œil à ça. On avait notamment en partenariat pour valoriser la map Une nuit au château de Versailles de Just Dance. Donc il y a plein d'événements qui ont été organisés autour de ça. Donc voilà, c'est un premier coup de projecteur. Donc j'imagine que ça devrait accélérer tout ça et qu'il y aura de beaux narratifs autour de l'équipe de France qui sera constituée, si on a une qui est constituée, qui sera intéressant de valoriser à l'international. On va voir ça. On a hâte d'en savoir un petit peu plus. J'ai l'impression quand même qu'on est beaucoup encore dans le flou, mais en tout cas, on espère que tu nous tiendras au courant de ce qui va se passer, Sylvie. Déjà, je tiens à vous remercier pour cette première partie des échanges. Je voulais quand même qu'il y ait un petit moment où peut-être le public pouvait prendre la parole. On a un micro, je ne sais pas où il est, mais il doit y avoir un micro. Et on peut peut-être prendre 2 ou 3 questions du public si jamais il y a des gens qui voudraient s'exprimer et poser des questions à nos intervenants et intervenantes. C'est le moment de vous exprimer, vraiment si vous le souhaitez. Sur des sujets qui n'auraient pas été abordés, sur les questions géopolitiques, très honnêtement, c'est très difficile en 1 heure de traiter de tous les sujets. Il y a plein d'autres sujets que vous pourriez avoir envie d'aborder, que ce soit la place de la France. Oui, je vois une main qui se lève. Allez, j'adore. Il y a le micro qui arrive. Hop là. N'hésitez pas à faire passer le micro si Dove n'arrive pas à passer. Alors, au moment de prendre la parole, n'hésitez pas à vous présenter pour les intervenants et à faire pas trop long pour la question. Merci beaucoup.
Ok, bah merci beaucoup déjà à vous. Donc Philippe Couder, je travaille au Levallois Sporting Club en tant qu'entraîneur. Et pour revenir sur les Jeux Olympiques de l'e-sport, en tant que personne qui est dans l'e-sport, on va dire traditionnel depuis quelques années, ce qui me choque le plus particulièrement, c'est le fait que ils veulent éviter les jeux de tir, les jeux où il y a ce côté un peu meurtrier, on va dire. Et du coup, ils s'intéressent plus aux jeux comme Just Dance, justement. Et je voulais savoir si, bah, qu'est-ce qu'en pensent les organisateurs et notamment l'UAE, l'Arabie Saoudite. Tu veux peut-être prendre la Oui, parole? oui, mais merci pour la question. Je ne suis pas certaine de pouvoir y répondre, mais effectivement, dans le cahier des charges, le tout premier, les tout premiers PowerPoint travaillés avec la commission en charge du e-sport au Comité international olympique, il était écrit qu'effectivement, il fallait pas de sang, donc tuer personne, et que les personnes devaient être remplacées par des cibles ou autre chose, mais en tous les cas, pas de meurtre, pas de mort, que ce soit des hommes, des animaux, etc. Donc ça, c'était dans le cahier des charges. Maintenant, comme l'expliquait aussi bien, alors chacun présente un petit peu comme il veut, mais en tous les cas, sur le thème, on s'est bien compris, même avec Nicolas. Dans le programme, a priori, des Jeux Olympiques de l'e-sport, il y aura la partie gaming, la partie sport virtuel et sport connecté. Voilà. Donc, dans le gaming pur, voilà. Quelle discussion, jusqu'où vont aller les discussions entre le CIO et les éditeurs pour faire la part, belle ou pas, à des jeux où l'élimination d'un tiers est quand même envisagée. Parce que tout a une limite, en fait. Dans la boxe, il y a des coups qui sont donnés. Bien sûr, on ne meurt pas. Voilà. Donc, il va y avoir quand même une nuance, une subtilité dans la notion de sang, de meurtre, etc. Maintenant, je ne sais pas si ça peut être rédhibitoire pour des jeux. Je sais qu'il y a des éditeurs qui ont réfléchi à changer les jeux pour les adapter au cahier des charges olympiques. Mais je discutais aussi avec des éditeurs. En fait, c'est un temps et de l'argent colossaux pour changer un jeu. Et ils ne vont pas dénaturer un jeu pour qu'il réponde juste à un cahier des charges olympiques. Ou alors, il faut que ça leur rapporte autrement. Donc là c'est vraiment le débat actuel entre les éditeurs et le mouvement sportif. Je n'ai pas davantage de précision et je pense que tout sera clair effectivement quand on aura la liste des jeux. En principe, il y a là, dans les jours à venir, en septembre, un séminaire à nouveau important entre les éditeurs, les fédérations internationales et le comité olympique. Ça devrait nous éclairer davantage sur la préparation de la première édition des Jeux. Olivier, tu voulais réagir? Oui, moi je suis surpris d'entendre le discours de 2002 en fait. Sur le jeu vidéo, c'est-à-dire encore considérer qu'un affrontement compétitif sur de la dextérité, de la psychomotricité, où on désigne une cible mouvante, on associe ça à acheter des gens. Enfin, on est en 2025. Après, ils font ce qu'ils veulent et ils n'auront pas d'audience, hein, c'est leur problème. Mais objectivement, il y a à un moment donné, de réimporter des discours anciens. C'est dommage, c'est encore une occasion que je trouve un peu ratée, parce que ceux qui jouent à Valorant, je suis désolé, ils tuent pas des gens. On ne tue pas des gens dans le jeu vidéo. Et même quand on regarde les débats, on tuait des gens en 2002. Regardez maintenant les graphistes de 2002, comment vous allez les juger. On dirait, ah ouais, on disait qu'on tuait des gens alors que c'est un amas de polygones. Waouh, c'est chaud. Et parce que c'est relatif. Et c'est dommage cette éducation-là et cette acculturation, parce qu'en fait, c'est remettre le jeu vidéo à une place. C'est très dogmatique aussi, très évidemment. C'est surtout cette question-là, moi je trouvais elle mettait premièrement en lumière une méconnaissance totale de la part du CIO de ce qu'est l'e-sport, de ce que sont les jeux vidéo, puisqu'il ne voyait finalement la performance sportive de l'e-sport qu'au travers de ce qui se passe à l'écran, alors que comme tu l'as dit, la performance sportive, elle est en dehors de l'écran. C'est la dextérité, la coordination des mains, la dissociation des mains, les habiletés motrices fines et ainsi de suite. Donc c'était ne voir la performance qu'à travers ce qui se passe à l'écran, alors que c'est tout l'inverse, elle est à l'extérieur. Et puis surtout, c'était un déni de la culture e-sportive, voire même des cultures e-sportives, puisque les jeux de tir c'est l'ADN même de l'e-sport, puisque à la fin des années 90, les jeux de tir émergent grâce à la popularisation des claviers, des souris et des ordinateurs personnels, que dans les 10 jeux les plus populaires, il y en a 7 qui sont des jeux de tir. C'est l'ADN et la culture même de l'e-sport. Donc ça montrait surtout ça. C'était une position très dogmatique de Thomas Barr. On peut potentiellement
espérer, ou en tout cas on le verra, que la nouvelle présidente du CIO, même si elle est plutôt dans la lignée de Thomas Barr, on va dire historiquement, mais peut-être qu'elle aura un regard un peu plus, j'ai envie de dire, progressif, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais sur cette question-là, quoi. En tout cas, mais la question des audiences, elle est fondamentale. C'est que veut le CEO? Est-ce que c'est de la participation de masse ou est-ce que c'est des audiences de masse ou les deux? Mais c'est sûr que les audiences de masse, aujourd'hui, elles se trouvent sur Counter-Strike, elles se trouvent sur Valorant, elles se trouvent sur les jeux de tir, entre autres, pas que, mais à vouloir écarter 7 jeux sur 10 parmi les plus populaires, ça va être compliqué de faire des audiences. Ouais, tu vois. Oui, c'est pour ça que j'ai tenu à préciser, hein, c'était une petite nuance, que c'était sur les tout premiers PowerPoint que j'avais vus émis. Donc voilà, on La n'était ligne pas rouge, 2002, the red mais line. voilà, non mais tout à fait. Hein, c'était voilà, je n'ai pas donné mon avis sur le sujet, vous l'avez bien compris. J'ai simplement rapporté ce que j'ai lu. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, devant. Est-ce qu'on peut faire passer le micro tout devant? Merci beaucoup. Bonjour, merci pour ce chouette débat et notamment la qualité que vous apportez. Je suis Didier Darigot, je suis en charge du sponsoring sportif au sein de l'ASG, donc le réseau français de la Société Générale. Et j'ai une question concernant les régions. On a parlé du soft power à l'international. Si on recentre le débat au niveau de la France, est-ce que vous voyez justement des mouvements auprès de nos responsables territoriaux pour justement essayer d'attirer peut-être un peu plus l'image dans leur région, tout simplement? Au travers les événements, en fait, il y a énormément d'événements e-sportifs qu'ils ont fait, peut-être au niveau entre deux amateurs. Ça aussi, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué, le professionnel et l'amateur, quoi. Mais l'événement e-sportif, compétitif, local, oui, d'ailleurs, c'était un des objets des législations de permettre ça, de faciliter, de clarifier l'événement, et comment ça fonctionne. Donc, il y a énormément de villes qui le font, hein. En tout cas, qui accueillent des événements. En tous les cas, nous, enfin, sur le plan sportif et du comité olympique, on a prévu, on a interrogé nos organes, ce qu'on appelle nos organes déconcentrés, c'est-à-dire les comités régionaux et départementaux olympiques et sportifs, pour savoir ce qu'ils entendaient, ce qu'ils connaissaient du e-sport, s'ils avaient envie d'en savoir plus, qu'on les aide à comprendre. Et donc, effectivement, sur la feuille de route de la nouvelle présidente du comité olympique, nous avons inscrit la volonté d'acculturer et de descendre sur les territoires en étant accompagnés. Voilà, c'est pas le comité olympique qui va le faire, hein, on va s'entourer des gens qui savent faire pour aller acculturer, répondre à toutes ces interrogations, parce que parfois aussi, quand on ne sait pas, on n'ose pas lever la main en disant qu'on ne sait pas. Et c'est vraiment pour nous hyper important d'aller vraiment jusque dans les territoires et que les clubs qui aujourd'hui font du hand, de l'escrime, de la danse, du cyclisme, puissent présenter aussi, travailler sur un projet de club de e-sport, non pas pour être forcément rattaché au sport, mais simplement parce que c'est un chemin naturel et normal dans une ville, dans une municipalité, que d'ouvrir un club. Donc, autant passer par ce qui existe déjà pour aller vite et pas se trouver confronté à de l'administration, comme je le disais tout à l'heure, assez lourde. Donc là-dessus, on va y aller. Par contre, je trouve que pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de villes en France, à part celles qu'on connaît, Poitiers, Lyon, Montpellier, Nice, qui candidatent pour des gros événements e-sportifs. Donc ça mériterait aussi d'aller davantage vers elles. Tu voulais réagir, Anna? Non. Alors nous, on a des conventions de partenariat avec des collectivités, Ouais. Pour justement avoir un maillage peut-être que concentré sur Paris. Mais à ce jour, parce que donc, du coup, il y a des secteurs créatifs qui sont prioritaires sur ces conventions, à ce jour, je ne connais pas de partenariat sur l'e-sport. Mais j'espère qu'on en aura. Et moi, je vais donner mon regard. Aujourd'hui, cet événement, il est entre autres sponsorisé par la ville de Paris, pas la région Île-de-France. C'est pas anodin non plus. Historiquement, on a évoqué Poitiers. Il y a Désiré Koussaou qui est le président de Francisport, mais aussi le président historique de Futurolan, le président d'honneur de Futurolan, qui organise la Gamers Assembly, et l'agglomération de Grand Poitiers a été certainement parmi les premières à utiliser l'e-sport avec un événement plutôt amateur d'e-sport qui se pratique pour faire rayonner et à la fois son territoire et attirer, on va dire, avoir
des ressources économiques, touristiques sur le week-end de Pâques. On a évoqué Montpellier, à Lyon il vient de se tenir des choses, la ville de Paris a accueilli des grands événements e-sportifs. On voit des stratégies qui sont assez différentes selon les collectivités. En fait, aujourd'hui, il y a aussi une réalité, c'est qu'au niveau national, il n'y a pas de budget pour l'e-sport. Au niveau des collectivités, au niveau local, là, pour le coup, il y a des budgets. Les raisons pour lesquelles ces collectivités investissent l'e-sport, en tout cas souhaitent investir l'e-sport, elles peuvent être variées. Ça peut être pour faire rayonner son territoire, pour attirer des nouveaux acteurs, pour proposer du divertissement pour leurs concitoyens et concitoyennes ou leurs habitants et habitantes. Ça prend des formes très variées. Ça peut être de l'accueil de grands événements internationaux, de l'organisation d'événements nationaux, déployer des programmes de recherche, des programmes éducatifs. Nous, chez Francisport, on travaille avec certaines collectivités, Grand Paris Sud notamment, entre autres, mais la ville de Paris ou d'autres. On a travaillé pendant de nombreuses années avec Grand Poitiers, au point tel que pour pouvoir répondre à la demande et aux requêtes de toutes ces collectivités, on a décidé il y a maintenant quelques années de mettre en place des antennes régionales. Donc nous aussi, comme sur le mouvement olympique, sur le modèle du mouvement olympique, d'avoir des organes déconcentrés qui sont directement des antennes qui dépendent du bureau national, mais en région. Parce que la réalité, c'est qu'il y avait tellement de demandes de la part des régions, enfin tellement, peut-être j'exagère, mais qu'au niveau national, on ne pouvait pas être réellement sur le terrain, on ne pouvait pas y répondre correctement, et qu'aujourd'hui, pour pouvoir être en capacité d'être aligné avec les requêtes de ces collectivités, on a développé ces éléments-là, quoi. Ouais. Vous avez parlé d'agglomérations qui sont extrêmement dynamiques, comme Paris, Montpellier, Lyon. On ne parle pas de coins peut-être un peu plus reculés, où il y a peut-être moins de culture. Je ne vais pas faire l'affront au Cantal, mais il y a moins d'activités. Ouais. Le foot ou les sports traditionnels se développent vraiment partout dans la France. Je pense qu'il n'y a pas de... il y a du foot partout, du rugby quasiment partout, du tennis et autres, de l'escrime. Ouais. L'e-sport est pratiqué certainement partout en France, de par les joueurs, mais est-ce qu'il y a justement un lieu de rassemblement, ou est-ce que les régions essayent justement d'attirer leurs joueurs auprès de centres de façon à avoir plus de visibilité ? En fait, c'est un problème d'infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour pratiquer du foot, il y a des stades. Pour faire de la natation, il y a des piscines. Pour faire du basket, il y a des gymnases ou du hand et ainsi de suite. Mais pour faire de l'e-sport, il faut, alors dit comme ça, on pourrait penser que c'est pas grand-chose, mais en fait, il faut une bonne connexion Internet et il faut du matériel informatique. Je vais prendre un exemple très concret. Alors, c'était il y a quelques années, mais moi, j'ai été approché parce que j'ai des amis qui sont dans ce coin-là, par la ville d'Orthez. Donc, Pau-Orthez, ainsi de suite. Orthez, petite bourgade. Peut-être le terme est péjoratif et j'en suis navré, mais en tout cas, petite commune landaise. Pardon ? Béarn, oh la vache, je vais me faire attaquer. Ouais, non, t'as raison. Et donc, ils m'approchent et disent, nous, on veut organiser un super événement Fortnite dans la salle historique du basket d'Orthez, qui est la Moutette, et ainsi de suite. Enfin, fantastique, moi je suis basketteur, en plus ça me parle, je suis hyper content. On organise tout ça, on avance sur le projet, on met en relation les élus locaux avec l'éditeur de jeux de Fortnite, donc Epic Games, avec des grands clubs français qui ont des joueurs Fortnite et ainsi de suite. On avance, puis se pose la question à un moment de OK, sur l'organisation, on va avoir besoin de telle connectivité et ainsi de suite. Et là, les élus nous font « Ah mais nous, on n'a pas la fibre ». Nous, le maire là, qui est élu là, actuellement, dans tout son programme, il a fait tout son programme autour du fait qu'il n'y avait pas besoin de la fibre sur le territoire. Donc, tout d'un coup, pas possible de faire un tournoi Fortnite à Orthez, à la Moutette, quoi. Donc, ça s'est transformé en du local avec des tournois de Mario Kart sur Switch, quoi. C'était cool aussi, mais c'est pour montrer que concrètement, il faut des infrastructures aussi. C'est-à-dire que des communes plus modestes, au-delà de ces grandes métropoles et agglomérations qu'on a citées, en fait, il faut aussi qu'elles soient équipées. Alors maintenant, le taux d'équipement en France s'améliore, mais c'est aussi une réalité. Voilà. Et puis ensuite, ces grandes agglomérations aussi, il faut des lieux pour recevoir du public. C'est qu'il n'y a pas des salles... Sylvie, là, tu disais, tu regrettes qu'il n'y ait pas d'autres salles, enfin d'autres villes qui se proposent pour accueillir des grands événements, mais en fait, il n'y a pas des zéniths dans toutes les villes de France, quoi. Il n'y a pas des salles Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille. Orthez. Alors Orthez moins, même si j'adore la salle de la Moutette, mais c'est des salles c'est des villes dans lesquelles il y a
un choix des opportunités, des possibles en termes de salles qui sont... parce que vouloir accueillir les championnats du monde de League of Legends ou vouloir accueillir les championnats du monde de Mario Kart, ça attire pas la même population et ça attire pas la même proportion d'audience et de public, quoi. Donc voilà, ces grandes villes, elles ont cette possibilité d'avoir, on va dire, un catalogue de salles de dimensions très variées et très différentes qui permettent d'accueillir plein de choses, quoi. Quand on est une commune plus modeste, ça limite. On peut pas forcément accueillir les championnats du monde de League of Legends quand on est Orthez. Et je suis vraiment désolé pour Orthez, mais c'est une réalité, quoi. Voilà. Il faut mettre un temps mort. Waouh, putain, je me prends des signes comme la dernière fois en plus. Bref, attends, j'ai quand même prévu un petit mot de la fin quand même. Merci beaucoup pour la question. Dans tous les cas, on va se retrouver pour la fin de ce petit déjeuner et un petit pot. Mais donc, avant de refermer cette matinale, je voulais vraiment encore une fois vous remercier tous les trois chaleureusement, à la fois pour la richesse de vos interventions, la diversité de vos interventions et puis vos regards quand même et témoignages qui sont de terrain et quand même très experts. Et vraiment, je voulais vraiment vous remercier. Je pense qu'on peut les applaudir vraiment sincèrement. Je pense qu'on a quand même s'il y aurait encore plein de choses à dire sur la question de la géopolitique de l'e-sport, on a quand même pu faire, on va dire, un tour d'horizon assez sincère, je crois, en tout cas, sur ce sujet-là. Encore une fois, je vous avais promis de ne pas éluder de questions un peu délicates. Je ne crois pas qu'on l'ait fait. On a pu montrer à quel point finalement l'e-sport c'était un lieu potentiellement de tensions diplomatiques et d'enjeux qui pouvaient être symboliques. J'avais on va dire une phrase à la fin que j'avais envie de vous dire, c'est l'e-sport, c'est bien plus qu'un jeu, c'est un champ d'enjeux, quoi. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui ressort de notre échange. Et voilà, l'idée, c'est de le penser comme tel pour pouvoir mieux l'accompagner et mieux le comprendre. Donc voilà, encore une fois, merci à vous trois pour vos témoignages. Merci à toutes et tous, vous qui êtes présents ici à la Maison de l'e-sport. Merci aussi à celles et ceux qui nous suivent en live sur la chaîne Twitch de France e-sport. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine matinale qui, je peux déjà l'annoncer plus ou moins, devrait pas se passer en matinée. La prochaine édition, elle devrait se tenir potentiellement pendant un grand événement du salon du jeu vidéo en France, dont je tairai le nom ici, mais vous l'aurez bien compris. Et donc, on aura un nouveau sujet. Ça, pour le coup, je garde un peu le suspense. Et avec toujours cette même volonté de creuser l'e-sport dans notre époque. Voilà, je vous remercie encore énormément. Et puis, passez une bonne journée. Merci beaucoup.